C'est le Herp World de décembre. Joyeux Noël à tous. En fait, je voulais qu'on ait des chapeaux de Noël, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, j'ai pas eu de tête à chapeau, moi ça me ouais, c'est vrai, toi t'avais là, toi c'était vraiment trop horrible, on aurait dit elle farfadait. Dégueulasse. C'était horrible, dégueulasse. Donc c'est parti pour le nouvel épisode de Herp World. On commence tout de suite avec le Herp Market. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la marque bien connue Habistat, donc que nous représentons avec Reptiline en France depuis 20 ans maintenant. Donc Habistat est connu pour ces thermostats vraiment d'une qualité incroyable. Irréprochable. Irréprochable. Donc tous les professionnels, beaucoup de professionnels en tout cas en France et en Europe les utilisent. Nous en tout cas on les utilise depuis toujours, que ce soit dans le centre d'élevage à l'époque à NH Reptile ou ici chez Reptiline. On a aussi équipé notre ami Stéphane à Reptilis. Enfin il y a énormément de gens qui utilisent ces thermostats et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la marque Habistat, c'est une marque qui a été créée en Angleterre par Peter Folsham au début des années 90, fin 80, début 90. Donc leur but c'était de proposer du matériel de qualité donc fabriqué à la main en Angleterre et notamment des produits électriques de qualité puisqu'ils ne fabriquent pas que des thermostats mais ils fabriquent aussi des tapis chauffants qui sont d'extrêmement bonne qualité, qui sont fabriqués en Écosse. Donc c'est des produits qui ne mettront pas le feu chez vous. Hein. Rappelez-vous que les produits pour chauffer les reptiles fabriqués made in China, il y en a des biens, mais il y en a beaucoup qui sont pas bien, qui sont pas aux normes. Et il y a vraiment eu chez des thériophiles des départs de feu de par des tapis chauffants qui étaient de mauvaise qualité, donc qui prenaient feu tout simplement. Donc autant on peut acheter du cheap quand il s'agit de plantes en plastique ou de branches ou d'une cachette ou quoi que ce soit. Quand on parle d'électricité, on parle de danger aussi. Donc on va jouer la sécurité, on va acheter des produits de qualité et si possible fabriqués en Europe ou alors s'ils sont fabriqués en Chine ou en Asie dans des bonnes manufactures parce que un iPhone par exemple sans faire de pub qui filme cette émission c'est fabriqué aussi en Asie et ça fonctionne super bien. Donc voilà, donc pour revenir sur la gamme de thermostats Habistat, donc il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui la gamme classique qui était la gamme de base de l'époque qui donc sont ces thermostats à boîtier blanc qu'on connaît bien. Donc ceux-là sont fabriqués à la main en Angleterre. Donc moi jusqu'à il n'y a pas longtemps je connaissais tous les gars qui les fabriquaient par leur prénom. Donc je les voyais souder et faire les thermostats. Ils m'ont même fait des thermostats perso pour moi vraiment customisés pour pouvoir faire ma pièce incubateur donc qui supporte un wattage plus important avec des Power Boost Unit donc qui me permettaient de mettre des gros radiateurs pour chauffer carrément mes pièces d'élevage ou pour créer des pièces incubateurs. Donc c'est des thermostats qui sont vraiment hyper fiables. Ils les garantissent 5 ans. Donc en général quand une marque garantit un produit 5 ans, c'est qu'il est assez sûr de sa qualité. On a toujours assuré le SAV de nos clients. Ils ont toujours pu nous retourner les thermostats et on leur renvoyait, il n'y avait pas de problème. Des fois on faisait même des échanges standards pour pas qu'ils perdent de temps. Dans la gamme Habistat, nous allons avoir 3 familles de thermostats. En fait, la gamme est séparée en 3 familles, la gamme classique en 3 familles de thermostats. Des thermostats à commutateur, donc qui sont le MatStat, le température thermostat et le Twin thermostat. Donc ceux-là, ils sont à commutateur, c'est-à-dire qu'ils vont faire du on-off. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils envoient du courant. Alors peut-être pour ceux qui débutent vraiment, un thermostat, qu'est-ce que c'est ? Un thermostat, c'est un appareil c'est pas un thermomètre, ne pas confondre. Un thermomètre, c'est ce qui va nous permettre de savoir quelle température il fait dans le terrarium. Un thermostat va contrôler un appareil de chauffage et on va pouvoir régler ce thermostat, par exemple, à une température comme 30 degrés et il va garder l'appareil de chauffage à cette température. Donc en fait, il thermostate un chauffage. Théoriquement, on n'est pas censé mettre un élément de chauffage sans thermostat, à part quelques exceptions. Donc, un thermostat, c'est très important. C'est comme on a sur nos radiateurs, etc. Dans une maison, on a un thermostat pour régler la température d'ambiance à 22. Là, ça fonctionne de la même manière. Donc, il y a plusieurs
sortes de thermostats. Donc on a, comme je vous l'ai dit, des thermostats à commutateur. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc un thermostat à commutateur, il va, quand la température doit être atteinte, que l'élément de chauffage doit chauffer, il va envoyer toute la puissance. Ça va chauffer, chauffer, chauffer. Quand la puissance est atteinte, quand la température est atteinte, hop, il coupe le courant et la température est atteinte, il coupe le courant et on attend, donc il y a une latence et une fois que la température a trop baissé, à nouveau il renvoie le courant à fond. Donc les thermostats à commutateur comme ça, c'est très bien pour des appareils de chauffage par conduction comme des cordons chauffants ou des tapis chauffants. Ensuite, on a la gamme pulse proportionnelle. Donc les pulses proportionnelles, c'est des thermostat à modulation proportionnelle de puissance. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du on-off, là, le thermostat, il va envoyer de l'électricité. Quand l'appareil de chauffage est chaud à la bonne température, il va envoyer un goutte à goutte de courant pour garder l'appareil chaud juste comme il faut. Et ça a été mis au point pour être utilisé avec des corps radiants, donc comme des lampes céramiques par exemple, des plafonds chauffants ou même des tapis chauffants utilisés en radiant. Donc vous pouvez aussi l'utiliser sur des tapis chauffants même au sol. Donc ça c'est un modèle que nous on utilise énormément parce que c'est très précis. Pourquoi? Parce que ça va envoyer un goutte à goutte de courant, donc l'appareil va rester chaud juste comme il faut. L'appareil de chauffage va être pile poil à la bonne température parce que c'est entretenu. Voilà, il ne va pas chauffer à fond, s'arrêter, chauffer à fond, s'arrêter. Donc ce qui entraîne une inertie au niveau de la température, en fait, au niveau de la chaleur. Quand on utilise un thermostat on-off sur par exemple une lampe céramique, qu'est-ce qui se passe? Donc ça envoie le courant à fond, la lampe chauffe à fond, elle émet énormément de chaleur, ensuite il se coupe. Mais comme le corps de la lampe reste très chaud, même quand il est coupé, la température continue à monter. Et après, la lampe refroidit. Et à un seul coup, le thermostat va dire « Ah ben là, il faut chauffer à nouveau ». Donc le temps que la lampe réchauffe, voilà, on a une inertie, vous voyez, c'est très chaud, puis ça redescend, voilà. Donc en fait, pour pallier au problème, Abistat a mis au point le pulse proportionnel qui, lui, va faire chauffer votre lampe céramique, il va envoyer un goutte à goutte de courant, donc la lampe, elle va jamais chauffer à fond, elle va chauffer juste ce qu'il faut. Ce qui dessèche, voilà, c'est dur à dire, dessèche, passer ses choches, qui dessèche très peu l'air et qui est très précis et qui consomme aussi beaucoup moins d'électricité. Donc c'est un système qui est excellent. Nous on l'utilise aussi pour faire des incubateurs. Donc que ce soit des petits incubateurs dans des boîtes polystyrène ou des frigos, ou attention là, oh, c'était chaud le caméraman. Et donc que ce soit des petits incubateurs où je vous l'ai dit, moi j'avais une pièce de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres qui était mon incubateur et c'était un pulse proportionnel qui le gérait. Donc ça c'est la deuxième famille de thermostats Abistat. La troisième famille de thermostats Abistat, c'est ce qu'on appelle les dimming thermostats. Eux, c'est des thermostats qui sont à variateur. Donc qu'est-ce que ça va faire? Comme son nom l'indique, ça va varier l'intensité du courant pour faire fonctionner votre appareil de chauffage plus ou moins chaud en fonction des besoins. Donc pourquoi ce système a été mis au point? C'est pour pouvoir être utilisé avec des lampes à incandescence, des spots qui font de la lumière. Donc les spots qui font de la lumière, grâce à ça, ils vont, comme l'halogène de votre salon, ils vont éclairer un tout petit peu si on a besoin de peu de chaleur et ils vont éclairer à fond si on a besoin de beaucoup de chaleur. Donc c'est à variateur, donc c'est très bien pour les lampes à incandescence. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les lampes céramiques. Donc voilà, c'est les 3 grandes familles et grâce à ces 3 grandes familles de thermostats Abistat, vous pouvez thermostater à peu près tout ce qui se fait comme élément de chauffage dans le monde du reptile, sauf les lampes à vapeur de mercure. Vous savez, ces lampes qui fournissent à la fois chaleur UVA et UVB, comme par exemple les PowerSun de Zomed, les Solar Raptor, les lampes D3 de chez Rapti System ou Arcadia. Donc voilà, ces lampes-là, comme elles sont auto-ballastées, celles-ci, on ne peut les mettre qu'en direct. On ne peut pas les thermostater. Donc il faut bien choisir sa puissance et on fonctionne comme ça. Donc pour revenir au thermostat, il y a aussi des modèles de thermostat Abistat dans les pulses et les dimming qui permettent de faire une température de jour et une température de nuit, c'est-à-dire une baisse de nuit. Donc,
C'est pratique, par exemple, pour cycler vos animaux, pour les animaux tropicaux notamment, pour les baisses de nuit pour la reproduction. C'est vrai que, par exemple, si on a une espèce qui peut encaisser des nuits très fraîches, on n'a pas besoin de ce genre de système. Il suffit de couper la nuit le thermostat avec un programmateur. Mais si, par exemple, on veut baisser que de 2-3 degrés la nuit, les thermostats Abistat Day Night, donc jour-nuit, sont tout à fait adaptés. Ils existent en pulse proportionnel Day Night et en dimming Day Night. Donc, à l'époque, on avait un système qui marchait sur programmateur. Donc ce système n'est aujourd'hui plus disponible puisque la marque Abistat l'année dernière a été rachetée par une autre société en Angleterre. Donc elle a changé de main et donc changé un petit peu de politique. Donc ils ont voulu un peu améliorer le système et maintenant les nouveaux modèles qui font jour et nuit sont avec un œil photosensible intégré. Donc on a un petit œil capteur sur l'appareil. Donc ça c'est un modèle jour-nuit. Et vous voyez, on règle notre température de jour avec ce potard ici. Hein, c'est un potard qui nous rappelle les potards qu'on a sur les amplis et tout ça. Hein, donc c'est assez cool, c'est bien rock'n'roll. Et ici on a un petit potard gradué qui nous permet de gérer la baisse de nuit, choisir combien de degrés on va mettre en moins par rapport à la température qu'on a pré-réglée. Donc, et il y a un œil en fait photosensible qui capte en fait la lumière, et quand l'appareil est dans le noir, le thermostat passe en mode nuit. Donc effectivement c'est un petit peu plus compliqué à utiliser dans des pièces d'habitation, mais ça fait bien le travail. Donc c'est très simple à utiliser et c'est vraiment des thermostats sur lesquels vous pouvez compter. Je vous le dis, nous ça fait 20 ans qu'on les vend avec Reptiligne, qu'on est distributeur en France et ça fait moi à peu près 25 ans que je les utilise. J'en ai qui sont toujours en fonction. C'est vraiment un équipement de très haute qualité et franchement ça vaut vraiment le coup d'investir un petit peu pour avoir un thermostat bien réglé. Hein, vous allez voir, c'est très important dans la terrariophilie. Alors depuis quelques années, à peu près 3 ans maintenant, la gamme Abistat a sorti aussi des modèles de thermostats digitaux, donc avec un affichage digital. Donc alors ces appareils ne sont plus fabriqués en Angleterre pour le moment. Ils vont peut-être revenir à la fabrication en Angleterre. Pour l'instant ils sont fabriqués en Asie, mais ils sont quand même de très bonne facture. Ils sont garantis 1 an. Donc grâce à ces appareils, donc il y a 3 modèles. Il y en a un qui fait simplement thermostat avec, il fait aussi timer, c'est-à-dire que vous pouvez brancher un éclairage qui va s'allumer et s'éteindre quand vous le voudrez. Ça fait aussi thermomètre, donc ça vous indique la température au moment M. Et vous pouvez choisir, comme c'est un on-off, vous pouvez choisir la latence, le temps de remise en marche du thermostat quand la température baisse. Donc c'est vraiment très précis. Et donc il existe en modèle simple et en modèle avec baisse de nuit, donc vous pouvez gérer une baisse de nuit. Et là celui que j'ai dans la main c'est le dimming, donc c'est un variateur, ce que je vous expliquais précédemment. Donc il fait aussi la baisse de nuit, vous avez un affichage de l'heure, vous avez un affichage de la température qu'il fait dans votre terrarium et vous avez votre programmation et en plus vous avez l'affichage de la puissance utilisée par le thermostat. Donc ça c'est assez peu commun et c'est vraiment assez intéressant à regarder. Donc l'appareil est lui-même très petit, hein, comparativement. Voilà, on le voit ici, c'est un tout petit boîtier, donc sur vos installations ça fait sympa et une fois éclairé c'est vraiment très joli pour ceux qui aiment bien le high-tech. Bon, moi pour ma part je suis un vieux, je suis old school. J'aime bien les trucs simples, hein. C'est comme pour les amplis, 3 boutons et ça suffit. Et donc la gamme classique me va bien, mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est moderne, ça c'est très bien. Et donc après ça c'est le boîtier prise où vous avez la prise sur le timer et la prise pour le chauffage. Donc voilà, ça c'est la gamme digitale. Alors je suis en étroite relation bien sûr avec tous les concepteurs de chez Abistat.
Et là, actuellement, ils sont en essai pour de nouveaux modèles digitaux qui sortiront. Bon, on n'a pas encore de date précise, ils sont à l'essai pour l'instant, ils sont en train de travailler, mais c'est une marque qui est très dynamique, qui a toujours été très dynamique, qui a toujours voulu être au top de ce qui se faisait et qui met beaucoup d'énergie et d'argent dans le développement de ses produits. Donc franchement, moi en tant qu'éleveur à l'époque, j'ai vraiment été séduit par la marque. Après, quand je suis devenu professionnel, j'ai vraiment voulu distribuer cette marque parce que c'est plus facile de vendre des produits dans lesquels on croit et qu'on utilise au quotidien. Ah oui. Donc nous, on les utilise au quotidien à la boutique et franchement, c'est vraiment des thermostats sur lesquels on peut compter. Pour vous dire, hein, ma pièce incubateur, parfois j'avais 400 ou 500 œufs de python, dont certains très très rares. Qui était géré juste par un thermostat plus proportionnel. Donc vous pensez bien que je lui faisais extrêmement confiance. Donc voilà, c'est une marque qui est vraiment hyper intéressante. Nous ferons sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube plusieurs vidéos pour vous expliquer chaque modèle de la gamme. Donc pour aller plus en profondeur, là je voulais vous présenter donc cette marque pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est quand même une marque qui est maintenant très connue. Voilà, donc c'était le sujet de notre Herp Market et nous allons tout de suite passer au Herp of the Month, ce qui vous intéressera sûrement beaucoup plus si vous dormez. Réveillez-vous, il va y avoir des animaux. Oh, attention là, on se réveille. Donc aujourd'hui nous avons, parce qu'on m'a souvent reproché, c'est vrai que moi je suis plutôt un gars du serpent, comme on dit. Bon, j'aime aussi beaucoup les lézards, j'adore les varans. Mais c'est vrai qu'on me reproche parfois de faire trop de sujets sur les serpents et pas assez sur les lézards. Donc on a choisi de faire un sujet, remarque ceci dit, c'était sur les Chlamydosaurus le dernier coup. Donc c'est qu'à moitié vrai dans Herp World. Sur les lézards. Ouais. On continue sur notre lancée sur les lézards. Donc toujours sur un lézard qui vit aussi en Australie et en Indonésie, tout comme le lézard à collerette, c'est le 5 à l'angle. Et notre ami Steve Irwin est là. Il approuve. Steve Irwin a approuvé. Il approuve le choix du Tilica syncoides, effectivement. Voilà, le 5 à langue bleue. Alors je vais passer skink. le Blue Tongue Skink, yeah. On va le mettre là pour l'instant. Clément, il a un meilleur. Voilà, viens là, Steve Irwin. Steve Irwin est notre invité actuel et voilà. nous allons avoir un autre invité, une surprise, mais chut, on vous en parlera après. Ah, écoute. Ah, il souffle. Il est en train de souffler. Alors, quand ils ont peur, je vous rappelle que les reptiles agressifs, ça n'existe pas, c'est juste des animaux qui ont peur. Regardez comme il souffle. Voilà, alors, là il est en train de dire tu me fais peur et tout, ne me fais pas peur. Donc ça, voilà, donc on doit le rassurer. C'est pas propre au Tilica, au genre Tilica, hein, c'est vraiment ce spécimen-là. On en a d'autres qui sont vraiment très calmes, qui soufflent de temps en temps. Mais lui, de toute façon, ça souffle, mais ça ne fait rien. Ouais, non, voilà, ça ne marche pas. Mais c'est vraiment le plus inquiet, on va dire. Donc on travaille là-dessus à l'aide de manipulation en confiance et conditionnement positif. Voilà, de renforcement positif, voilà. Exactement. Nous, on est beaucoup pour cette école-là, qui est à mon avis la seule école valable avec les lézards pour qu'ils se sentent bien en captivité, parce que leur psychologie est aussi importante. Hein. Les lézards, tout comme les serpents, ce ne sont pas des bouts de caoutchouc qui n'ont aucun sentiment, aucune réflexion, rien du tout. C'est des animaux qui pensent, c'est des animaux qui ont des sentiments, qui ressentent des choses. Donc évidemment, ils ont peur, donc évidemment, on doit les rassurer. Donc j'en ai un autre ici, qui est adulte. Alors vous allez voir la taille que ça fait quand c'est adulte, hein, c'est un beau spécimen. Alors celui-ci, c'est du Tilica syncoides. Ouais. Et ici nous avons du Tilica gigas. Alors on va vous expliquer, dans le genre Tilica, il y a 7 espèces différentes. Donc alors je vais vous présenter mon petit pote ici. Alors vous voyez, lui par contre il est beaucoup plus habitué aux manipulations, il souffle pas du tout. Lui il a un peu peur, lui il a pas du tout peur. Il sait que je suis un ami et que je suis pas un prédateur, parce que tous les reptiles en fait pensent que quand on les approche, on est des prédateurs. Pour eux on est des gros monstres. Beaucoup pensent que les reptiles sont des monstres, mais en fait, eux, ils pensent l'inverse. Et ils ont bien raison. C'est nous les monstres. Regardez ce qui se passe actuellement. Donc, regardez, celui-ci, il s'en fout total. Il est super cool. Hein, ça, c'est un adulte. Vous voyez, ça fait un lézard qui est super sympa en taille, de belle taille. Donc, on peut dire que c'est un peu le teckel du reptile, hein, parce qu'il est long et court sur pattes, the hot dog. Il faudrait lui greffer des oreilles un petit peu longues. Voilà, donc c'est un animal qui est assez court sur pattes.
Alors vous voyez, il n'arrête pas de sortir sa langue, hein, puisqu'il sent comme tous les reptiles avec sa langue et il ramène des molécules à l'organe de Jacobson. Et vous voyez que sa langue est bleue, d'où son nom 5 à langue bleue. Et ouais, Voilà. c'est pas là par hasard. C'est pas là par hasard, il a pas léché la schtroumpfette, mais en fait, c'est comme ça. Et donc, c'est des animaux qui sont vraiment excellents et qui gagnent à être connus. On n'en voit pas assez, alors qu'ils se reproduisent très bien en captivité. On va vous raconter tout ça. Donc, alors, je reviens sur un petit peu sur l'aspect, donc, le 5 à langue bleue. Le genre, c'est Tiliqa. Donc ça s'écrit avec Q-U-A, mais ça se prononce Tiliqa. Donc il y a 7 espèces. Donc Tiliqa adelaidensis, donc celui-là vous le verrez jamais. Nous on a eu la chance d'en voir il y a 2 semaines en Angleterre. C'est un tout petit 5 à langue bleue miniature qui vit dans des terriers d'araignées. En fait, il sort comme ça. C'est rarissime. C'est pas beau. Non, on peut pas dire ça. Disons que c'est marron. C'est pas marron. très coloré. Il est à côté. Bon, ça vaut 10 000 boules le couple, hein, quand même. C'est très rare en tout cas. Donc ensuite, nous avons le Tiliqa gigas. Donc c'est celui-ci. Donc Tiliqa gigas, il y a 3 sous-espèces. Le Tiliqa gigas qu'on trouve donc en Indonésie, le Tiliqa gigas evanescens qu'on trouve donc sur Merauke et le Tiliqa gigas keiensis qu'on trouve sur l'île de Kei. Keiensis, vous allez voir après, on va parler d'un bouquin qui vous expliquera comment ça marche les noms scientifiques. Donc voilà. Ensuite, donc celui-là on le trouve très souvent puisque comme ça vient d'Indonésie, il est importé. Tout ce qui vient d'Australie ne peut pas être importé. Donc on a Tiliqa syncoides, donc qui lui il y en a certaines sous-espèces vivant en Australie, d'autres en Indonésie. Donc Tiliqa syncoides, ça vit en Australie. Tiliqa syncoides intermedia, ça vit dans le nord de l'Australie. Tiliqa syncoides chimera, ça vit sur Tanimbar Island, une toute petite île qui est au sud d'Halmahera. Sur Tanimbar Island, pour ceux qui connaissent, il y a d'ailleurs le fameux Morelia nauta, ou aujourd'hui Simalia nauta. C'est un tout petit python améthyste nain. Donc qui fait à peine 1m20, 1m30, qui est endémique de l'île de Tanimbar. Et ce 5 aussi est endémique de Tanimbar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Indonésie, il y a 18 000 îles, et toutes les années, on découvre des nouvelles espèces, sous-espèces, des nouveaux animaux sur des toutes petites îles, et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment endémiques, et que c'est vraiment soit des sous-espèces, ou carrément des espèces bien particulières. Donc voilà, donc après on a Tiliqa multifasciata, celui-là vous le verrez jamais parce qu'il vient d'Australie. Tiliqa occipitalis, donc qui vient d'Australie, l'ouest de l'Australie aussi. Tiliqa rugosa ou Trichidosaurus rugosa, le 5 pommes de pin, vous savez ce 5 qui est avec une queue qui ressemble à une pomme de pin, où il y a plein de sous-espèces, qui est très recherché, aussi très rare et peu reproduit en captivité. Donc on fait un petit coucou à Pascal Ladal, notre pote qui est ultra fan et qui les reproduit en France, hein, attention. Tiliqa sp, donc sp ça veut dire que la sous-espèce, l'espèce n'est pas déterminée, qu'on trouve sur Irian Jaya. Donc Irian Jaya, c'est la partie de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, juste au-dessus du nord de l'Australie. Tiliqa nigrolauter, qui lui aussi est australien, donc celui-là on s'en fout, parce qu'on le trouvera jamais aussi en captivité. Non. Donc nous on se concentre sur Tiliqa gigas et Tiliqa syncoides. Sur Tiliqa syncoides, on a plusieurs localités aujourd'hui. Nous on arrive à avoir par exemple des Tiliqa qui viennent de l'île d'Halmahera, là où il y a le fameux Simalia tresiae, donc le python nommé en l'honneur de Tracy Barker, qui a été reproduit ce mois-ci pour la première fois 18 ans après sa description par le zoo un zoo dans l'Oklahoma. Donc voilà, big score pour eux. Il y a plein de Tiliqa comme ça. Donc c'est des animaux qui sont vraiment super sympas et qui ont plein de particularités. Donc au niveau du maintien en captivité, de l'élevage, ça s'élève très bien en captivité. Donc c'est un lézard qui est omnivore. Donc au niveau de la taille adulte, on est sur un animal qui fait une 50aine de centimètres, hein, comme vous le voyez ici, c'est un adulte. On l'a mesuré à 60 tout à l'heure.
Ah ouais. 59 exactement. Ouais, mais moi je suis pas du genre marseillais à rajouter des centimètres. Toi, je sais que oui, mais. Non, non, mais on l'a mesuré. Ouais, il fait ça va. vraiment Je sais 59. que c'est pas la taille qui compte. Absolument. Et donc, en fait, bien vu en tout cas, Clément, merci. Ouais. Il a été mesuré à 60 cm. Donc, c'est un bel individu. Donc, pour un animal de cette taille, nous on préconise un terrarium de 120 cm. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est sûr qu'il a une morphologie totalement terrestre. Hein, avec ses mini-pattes, on ne le voit pas trop grimper aux branches. Donc, on va pas avoir besoin de mettre beaucoup de hauteur. Donc, vous pouvez mettre 40, 45, 50 cm, ça suffit largement. Une bonne profondeur pour qu'il ait une bonne surface au sol, entre 45, creuser 50, aussi, hein. 60, pardon. Ça aime creuser. Hein, Ouais, il L'épaisseur du aime substrat fouiller le sol. Ouais. Donc, ça a une très bonne longévité puisqu'il y a des records à 20 ans en captivité, mais peut-être que ça peut vivre plus. Donc, comme je vous l'ai dit, il est omnivore, donc ça veut dire qu'il mange de tout. Ouais. Tiens, d'ailleurs, Christelle, tu peux nous ramener le Bleuet Buffet et des D'ailleurs, nourritures. là-dessus, je voulais rebondir sur ce que tu dis. C'est Merci. un Australien, enfin un Anglais qui a émigré en Australie, qui est spécialisé dans le 5 à l'angle bleu. C'est Joe Ball. Donc le pauvre, c'est un rouquin en plein Australie. Donc le pauvre, il doit mettre beaucoup de Crème solaire. crème solaire, j'imagine. Et lui, la plupart de ses tilikas sont nourris avec de la nourriture pour chat. Alors ça va en faire criser plus d'un. Mais c'est. Il ne faut pas le faire en captivité. Non, voilà. Bon, lui, il utilise ça en nourriture de base, mais il s'est bien renseigné. Il a fait des tests sur plusieurs nourritures pour trouver une qui a vraiment des bons rapports en vitamine D3, parce qu'il utilise beaucoup de systèmes de rack sur ses tilikas. Hein. Ils ne sont pas tous dehors, mais la plupart de ses reproducteurs sont sifflés à l'extérieur. Donc, comme le dit Nicolas, Merci, c'est des Christophe. animaux omnivores, donc ils peuvent manger entre autres de la nourriture pour chat. Nous, en France, on a la possibilité de vous proposer de la nourriture de meilleure qualité, bien plus digeste, ils vont métaboliser. Voilà, beaucoup alors ça plus je dirais c'est facilement. plutôt une anecdote, hein, parce que je veux pas lancer des débats, oh là là, il donne de la nourriture pour chat. Non, faut, voilà, l'idéal c'est de donner de la bonne nourriture. Bon, cet Australien il fait ça avec une nourriture bien spécifique qu'il a étudiée, donc ne faites pas ça. Aujourd'hui, il existe des bonnes nourritures. Bon, déjà, traditionnellement, ils vont manger des insectes, donc tous les insectes qu'on trouve en captivité, donc des blattes, des grillons, des criquets, aussi des vers, type vers Morio. Donc ça, n'en abusez pas, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sain comme vers, et en plus ils deviennent accros au Morio, quoi. Donc essayez d'en donner avec parcimonie, c'est-à-dire que de temps en temps. Donc ensuite, ils adorent aussi de temps en temps des souriceaux, hein, parce qu'ils sont vraiment opportunistes dans la nature, ils mangent de tout. Salut, quoi. Vous voyez, regardez comme ils sont cool après, comme ils se détendent. C'est vraiment de petits êtres à la langue bleue qui sont toujours heureux. Et bref, donc en fait, on peut leur donner donc, des souriceaux décongelés sans problème. On peut leur donner des fruits, puisqu'ils adorent les fruits, surtout les fruits très sucrés tels que la banane par exemple. Ils mangent aussi des végétaux. Qu'est-ce que tu leur donnes comme végétaux? Là, ici, on va jouer la carte de la simplicité. On leur donne des endives, on leur donne de la mâche, beaucoup de produits Repashy et effectivement un petit peu de banane et les fruits du figuier de Barbarie. Voilà, la fibre Voilà. de Barbarie qui a un Ça, très ils bon aiment rapport beaucoup, calcium-phosphore. Vous savez que Voilà. quand on nourrit des animaux, et particulièrement des lézards, enfin, des animaux végétariens ou omnivores avec des végétaux, on privilégie toujours des végétaux qui ont un bon rapport calcium-phosphore, c'est-à-dire qui contiennent plus de calcium que de phosphore. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, bientôt on va recevoir notre invité qui est un docteur vétérinaire spécialisé dans les reptiles, donc préparez vos questions. Il sera là pour vous répondre. Donc ensuite, je vais vous reparler de mon génie de la terrariophilie, Alan Repashy, cet éleveur américain qui est absolument fantastique, qui a mis au point toute une gamme de nourriture et de compléments alimentaires pour les reptiles, et vraiment bien étudié. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. Je vous ai déjà fait une présentation sur lui et sur sa gamme. Donc il a sorti l'année dernière le Bleuet Buffet. Le Bluey Buffet. Ah yeah, Ah ouais, le c'est Bluey Buffet. Il a un meilleur accent que moi à chaque fois, c'est chiant. Et donc ça c'est une nourriture en gel, donc une poudre qu'on mélange avec de l'eau bouillante, on fait l'équivalent d'une soupe un petit peu épaisse, on la met au frigo, ça gélifie, on le coupe en dés et on leur donne. Ils adorent ça. Donc ça c'est une nourriture vraiment qui est faite pour les 5 à langue bleue. Il a mis au point une toute dernière nourriture qui s'appelle le Chicken Pot Pie. Donc ça c'est à base de poulet. Et de végétaux, donc c'est très bien aussi pour les animaux omnivores comme les tilikas, mais aussi les téjus.
C'est une nouvelle nourriture en gel qui vient de sortir le mois dernier. Donc ça, c'est excellent. Et ce qu'ils adorent aussi en complément, ce qu'on leur met tout le temps, c'est le Crested Gecko, la nourriture pour gecko à crête. Ça, ils adorent ça. C'est une nourriture qui est complète. Bon, pour eux, c'est pas vraiment une nourriture complète, mais c'est un complément alimentaire en fait, qui est quand même assez riche. Et ils adorent ça parce que c'est aromatisé à la banane. Donc ils en lèchent et c'est mieux de leur donner ça que de la banane qui est hyper riche en potassium. Donc ça, c'est vraiment une super alternative. J'arrive à leur donner à la cuillère, tellement ça sent bon. Ils ont même bien compris, je crois qu'ils, je sais plus s'ils associent la cuillère ou l'odeur, mais ils viennent volontiers lécher à la cuillère. Donc vous passez un moment très sympathique à nourrir votre lézard à la cuillère. Bah si on lui donne en poudre, est-ce qu'il la sniffe? En poudre, je sais pas. Est-ce que tu la lèches? Il la prendrait comme ça. Ouais, ça sent la banane. Ouais, ça passe, ça marche. Et là, il croque mon doigt et tu laisse-moi, laisse-moi. On a un docteur vétérinaire qui s'occupera de toi, t'inquiète pas. Recoue-moi mon doigt. Donc voilà. Alors, c'est un animal qui est vraiment excellent et vous voyez qui est très curieux, qui inspecte son environnement. Donc, lui il stresse un petit peu. Donc ouais, voilà, on va le recouvrir ou le prendre. Et assistant. Comme lui, il aime pas trop la caméra, il aime pas passer à la télé, on va le mettre un petit peu derrière. En fait, il y a évidemment des mâles et des femelles. Ouais. À ce jour, il n'y a jamais eu de cas de parthénogenèse encore recensé dans cette espèce. Donc la parthénogenèse, c'est en fait, c'est des femelles qui sont capables de se reproduire sans avoir été mises en présence avec des mâles. Donc en fait, elles peuvent faire des bébés ou des œufs fécondés. Donc c'est arrivé chez des varans, notamment chez les dragons de Komodo, ça a été observé. Et de plus en plus, on voit des cas. Et récemment, on a même eu cas chez Python réticulé. Donc moi, j'en aurais mis ma tête à couper que c'était pas possible. Mais en fait, apparemment, c'est possible. Donc vous voyez, les reptiles nous étonneront toujours. Il faut toujours partir du principe que voilà, on a toujours plein de choses à apprendre. Donc il faut vraiment rester ouvert. Donc c'est des animaux qui sont nés en captivité, là les animaux qu'on vous montre. Donc c'est des animaux qui se reproduisent très bien en captivité, donc comme je vous le disais. Alors il y a des mâles et des femelles. Donc pour les sexer, c'est parfois un petit peu difficile, mais on peut arriver à faire des éversions. Notre collègue Stéphane de Reptilis, qui m'énerve au plus haut point avec ça, il arrive à faire des éversions même sur des adultes. Je suis carrément blasé parce que moi, j'y arrive pas du tout. Oh la vache, la Golden Shower. Alors, juste là-dessus, il y a des enfants qui regardent. Ah ouais, c'est vrai. La Golden Shower, c'est... Ouais, la Golden Shower, ils sont pour robler les enfants. Okay, voilà. Donc... je pense que ça marche depuis la nuit, je fais mon maximum pour essayer de canaliser. C'est une tradition de Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est une tradition juive. Non mais... Donc le sexage, effectivement, Stéphane Rossel arrive bien à voilà, faire on peut faire des éversions, donc sinon on peut faire des échographies comme chez les varans. Donc on pourra en parler avec notre ami donc Clément Payusso, docteur vétérinaire tout à l'heure. On pourra lui poser la question justement s'il a déjà échographié ou radiographié des 5 à langue bleue. Donc au niveau de la reproduction, comment ça se passe? Donc il y a des accouplements. La gestation dure en général 100 jours, une centaine de jours, donc, parce que c'est des animaux qui sont ovovivipares ou vivipares, ça dépend. Il y a des gens qui disent que ovovivipare ça n'existe plus. On pourra poser la question à notre docteur vétérinaire. Et en tout cas, ils font des petits tout faits, entre guillemets, pas des œufs. Donc c'est assez impressionnant parce que les petits, ils sont énormes à la naissance et on peut en avoir de 2 à 15 selon les espèces et sous-espèces. Donc en général, ils en font pas beaucoup, ils sont très gros. Et ils sont magnifiques, c'est très mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce 5 à langue bleue, ça vous donnera envie d'en savoir plus. Donc c'est vraiment un lézard pour les gens qui ont envie d'un lézard diurne, omnivore, de belle taille, mais pas trop gros, qui est très sympa pour toute la famille, les enfants peuvent s'en occuper et tout ça. C'est pas un lézard qui se défend en mordant ou en donnant des coups de queue et tout. Il est vraiment hyper cool, comme vous pouvez le voir avec cet adulte qui est totalement imprégné. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de vous renseigner plus sur ce lézard étonnant. Voilà, et on passe tout de suite à la prochaine rubrique. Wouhou! Le Herp Book.
Alors là, ça me fait plaisir de vous présenter cette rubrique parce que l'auteur de ce fabuleux bouquin, alors déjà c'est un livre en français et je salue toujours ceux qui font des livres en français parce qu'on a tellement souffert de ne pas avoir de livre en français. J'applaudis à chaque fois des deux mains. Applaudis. Ils s'endorment. Donc d'avoir des livres en français. Donc là c'est un livre qui est écrit par Rémi Xas de Venom World, donc qui est un spécialiste des serpents venimeux et un biologiste. Et donc il a écrit ce livre qui s'appelle L'étymologie du nom latin des serpents. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire l'étymologie? Ah, bah, c'est la définition en français de... J'ai pas vérifié la série. Non, en fait, l'étymologie, ça veut dire... Qu'est-ce que veut dire le nom? Qu'est-ce que veut dire le nom? Qu'est-ce que ça représente? Voilà, des noms latins des animaux. Vous savez que les animaux, comme on vous l'a expliqué par exemple avec le tilica, ils peuvent avoir un nom commun, donc le 5 à langue bleue, qu'on utilise assez peu, nous, en France, parce qu'on a une langue à rallonge. Donc on est obligé de faire des très longs noms, donc c'est un peu long et chiant. Et en plus de ça, quand on dit par exemple un serpent ratier noir, des serpents ratiers noirs, il peut y en avoir plein, donc c'est assez peu précis. Donc on va préférer utiliser les noms scientifiques, c'est pas pour se la péter, c'est juste parce que c'est vrai que c'est plus précis. Donc après on en découle un jargon, quand on dit tiens t'as un tilica ou t'as un pogona, donc ça devient presque un nom commun entre guillemets, mais théoriquement ça reste un nom latin et ça ne s'accorde pas. C'est pas t'as des pogona, des tilica, tu mets un S quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Un nom latin ça ne s'accorde pas. Enfin en tout cas pas comme dans la langue française. Pas avec un S. Quoi. Voilà, pas avec un S. Donc ce livre va vous expliquer d'où viennent les noms scientifiques des animaux. Et c'est absolument passionnant. Parce que là, ça concerne les serpents. Alors, je vais vous lire, par exemple, quelques exemples que j'ai choisis. Donc, de noms qui sont très, très connus. Il est ultra collant, ce post-it. J'adore. Donc, Python, par exemple, le nom Python. Donc, c'est Dodin, qui était un naturaliste qui, en 1803, et donc, nom tiré de la mythologie grecque, Python était un serpent monstrueux, fils de Gaïa, la terre, donc qu'Apollon tua à Delphes. Donc voilà, c'est pour ça que Dodin a donné au nom de genre le nom Python. Donc vous voyez, ça vient pas de nulle part, c'est des noms qui sont donnés et qui peuvent signifier des choses. Donc soit comme ça quelque chose de mythologique par exemple, ça peut représenter la couleur de l'animal, je vais vous montrer après des exemples. Et donc il y a des noms aussi qui veulent rien dire. Par exemple le Morelia que vous connaissez, hein, le genre Morelia, donc des pythons. Gray n'a pas expliqué ce choix, mais ce nom est probablement en référence au patronyme Morel. Donc voilà, là on n'en sait pas plus. Mais la plupart du temps, par exemple les espèces, donc si on prend des exemples de Morelia, puisqu'on les a ici, les noms d'espèces, par exemple comme Morelia carinata, ça peut vouloir, ou Morelia viridis, ça peut vouloir décrire l'animal, c'est-à-dire que viridis, ça décrit sa couleur verte, carinata, c'est en rapport avec l'aspect caréné de ses écailles. Donc par exemple Morelia bredli, par contre, là ça veut dire que ça a été nommé en l'honneur de comment il s'appelle? Monsieur Bredel. Voilà, Monsieur Bredel, ouais. Donc attends, mais je l'ai là. En l'honneur de l'herpétologiste australien Joe Bredel, donc qui est né en 1848 et qui est mort en 2007. Voilà que Morelia bredli a été nommé. Et je vous parlais tout à l'heure de Morelia tressiae, et je vais vous en reparler, qui a été nommé en l'honneur par Dave Barker, en l'honneur de sa femme Tracy Barker. Donc des fois, ça veut pouvoir dire aussi, le nom latin peut vouloir dire aussi d'où vient l'animal. Quand il y a le suffixe ensis, donc la fin du mot qui est ensis, comme madagascariensis, ça veut dire qu'il vient de Madagascar. Donc Acrantophis madagascariensis, par exemple, le boa de Madagascar,
on sait que ça vient, voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage étonnant. Il a travaillé pendant plus d'1 an pour réunir toutes les informations. Alors, je vais vous en lire une petite dernière que j'ai trouvée excellente. Et pour vous dire que dans l'esprit des gens, depuis très longtemps, on a toujours voulu diaboliser les serpents et les rendre monstrueux et tout ça. Le genre Corallus. Donc, Corallus caninus, Corallus bathesi, vous savez, c'est boa arboricole. Dodin explique ainsi ce nom. C'est donc pour faire allusion à l'air traître et méchant de ces reptiles dangereux que j'ai donné à ce genre un nouveau nom, le nom de corail, qui appartenait anciennement à des peuples sauvages et barbares dont Ovide décrit la cruauté dans ses œuvres. Donc vous voyez, déjà c'est ambiancé genre cool quoi. donc voilà pourquoi depuis toujours on a des a priori négatifs sur les serpents qui sont pourtant si gentils dès qu'on les connaît bien et qui ne demandent qu'à être mis en confiance. Et mes Corallus bathesi, il n'y a pas plus adorable qu'eux, ils sont hyper gentils, ils sont hyper cool et ils sont absolument pas comme cette description. Donc voilà, c'est un ouvrage en français qui est vraiment excellent, ça se lit super bien et on en apprend des tonnes sur les noms scientifiques des serpents. Et pour tous ceux qui ont pour but de passer un certificat de capacité ou qui veulent vraiment approfondir vos connaissances, je vous conseille vraiment ce livre. Parce que voilà, au moins vous saurez de quoi vous parlez. Et petit clin d'œil à tous les gens qui sont sur internet, Facebook et compagnie, vous apprendrez aussi que le nom de genre s'écrit toujours avec une majuscule et que le nom d'espèce et sous-espèce, donc comme par exemple Python Sebae natalensis, vous écrivez Python avec une majuscule, Sebae sans majuscule et natalensis sans majuscule. Donc arrêtez de mettre des majuscules au nom d'espèces et sous-espèces, comme on le voit partout sur Facebook. Quand vous écrivez Corallus caninus, il n'y a pas de ces majuscules à caninus. Donc c'était juste une petite aparté, histoire que vous fassiez les choses bien. Tant qu'à faire, hein, ça coûte pas plus cher d'écrire les choses correctement. Voilà, et souvent ça s'écrit en italique. Voilà, donc si vous voulez le faire au top, théoriquement, si vous écrivez un article ou vous l'écrivez dans votre certificat de capacité, un nom scientifique s'écrit toujours en italique, c'est-à-dire penché. Voilà, donc c'était, je vous rappelle, le bouquin de Remixas, notre pote Remixas de Venom World, excellent bouquin, l'étymologie du nom latin des serpents, franchement, à avoir dans sa bibliothèque si vous êtes fan. Moi je l'ai depuis le début et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris énormément de choses en lisant ce livre. Voilà, c'était le Airbook, yeah! Excellent, ouais, alors on va passer tout de suite à la rubrique My Reptile Heroes. Dis-le parce que moi My Reptile Heroes. Et voilà, lui il a l'accent. Hein. Et donc on attaque tout de suite avec une de mes plus grandes héroïnes, donc Tracy Barker, qui est la plus grande éleveuse du monde. Voilà, elle est incroyable. Donc Tracy Barker, c'est elle. Où est-ce qu'il est, monsieur Babadou? Ouais, c'est du direct, désolé. Voilà, hein, c'est du direct. Hein. Donc voilà, Tracy Barker. Donc là, c'est une photo où on est ensemble. C'était à Daytona en 2007. C'est là où notre partenariat a vraiment commencé, puisqu'on avait un stand juste à côté du sien. Et j'étais tellement heureux d'être à côté du stand de VPI et du stand des Barker. Et du coup, on a été manger un burger ensemble. On est devenu, on a vraiment accroché. Et puis, grâce à ça, j'ai pu aller travailler chez elle et travailler à VPI. C'était mon rêve. Et ça a été complètement un fait du hasard. Comme quoi, il faut croire en ses rêves dans la vie. Moi, je rêvais depuis tout petit d'aller chez VPI. C'était vraiment la destination absolue. Donc, Tracy Barker. Donc, Tracy Barker, elle est née le 10 décembre 1957 à Washington, D.C. Son père, Jefferson, donc elle s'appelait Tracy Miller, puisque maintenant elle s'appelle Tracy Barker, puisqu'elle est mariée avec Dave Barker, que je vous ai présenté dans le dernier Airport, il fallait suivre. Et donc son père s'appelait Jefferson Miller, et c'était le curateur, enfin le responsable de la collection de porcelaine du Smithsonian Institution. Ouais, de porcelaine ancienne. Il était spécialisé en céramique et tout ça. C'était quelqu'un de très 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 balèze dans son genre. Donc voilà. Donc Tracy, elle est elle-même donc diplômée de psychologie et de biologie. Donc c'est pas juste une éleveuse, c'est aussi une scientifique. Donc elle a été responsable des reptiles donc au Buffalo Zoological Garden pendant des années.
c'est une biologiste aussi de terrain puisqu'elle a participé à plusieurs études en milieu naturel, donc notamment une étude sur la repopulation de l'iguane vert, donc Iguana iguana au Panama. Et elle a fait une super étude sur un lézard très rare de Nouvelle-Zélande, donc le tuatara, donc sur son comportement de reproduction. Elle a écrit plein d'articles en observant son comportement de reproduction dans le milieu naturel, des articles qui ont servi à des gens à les reproduire ensuite pour les premières fois en zoo, etc. Donc elle a pas uniquement fait un travail soit en laboratoire ou soit en pièce d'élevage, mais elle a aussi été sur le terrain étudier les reptiles. Elle a une culture énorme, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Donc je vous dis, c'est la plus grande éleveuse du monde pour moi. Et une personnalité incroyable. Elle a beau mesurer qu'1,55 m, elle est toute petite, mais franchement, elle est énorme. Et franchement, voilà, c'est une des personnes, il faut regarder ce qu'elle fait, il faut regarder son travail. Elle a écrit des livres, elle a écrit des articles. Et surtout, en 1990, elle a fondé VPI, Vida Preciosa International, donc avec son mari Dave Barker, qui a été le premier et plus gros centre d'élevage et de recherche sur les pitons et les boas. Donc pour vous dire, ils ont reproduit en captivité 32 espèces sur les 52 espèces de pitons connues à ce jour. 12 espèces sur les 32 ont été reproduites pour la première fois en captivité par Dave et Tracy Barker. Donc c'est vraiment des gens qui se sont vraiment donné les moyens. Moi je vous dis, c'était mon rêve de visiter VPI parce que j'avais vu dans un vieux Reptile Magazine un article sur leurs installations avec des installations intérieures-extérieures pour les pitons parce qu'ils sont installés au Texas. Donc il fait très beau, sauf l'hiver où il fait très froid. Donc ils avaient des installations intérieures-extérieures, des pièces d'élevage incroyables. Et je vous dis, une diversité, c'était la plus grosse collection au monde de pitons et de boas, la plus diverse en tout cas. C'est vraiment incroyable. Après, elle s'est spécialisée. Aujourd'hui, elle est extrêmement spécialisée dans les Blood Pythons, donc Python Brongersmith, Python Curtus et Python Breitensteni, les Python Regius et les Boa Constrictor Imperator. Donc, elle a plus que ces espèces-là maintenant. Qu'elle travaille en profondeur et elle en a un nombre incroyable, notamment tout ce qui est Python Curtus, Brongersmith et Breitensteni. C'est la plus grosse collection au monde. J'ai eu la chance d'y travailler et tous les matins j'allais bosser avec elle et chaque jour je prenais 10 piges d'expérience rien qu'en discutant avec elle, en la regardant travailler et tout. C'est incroyable. Donc là j'ai une petite photo d'elle, je vous ai pas montré pendant mon speech, mais ça c'est Tracy quand elle était jeune justement, avec des bébés iguanes. C'est une photo que j'ai prise dans leur bibliothèque, comme ça un petit peu à l'arraché, et d'une photo en fait d'un portrait de Tracy quand elle était au Panama en train de s'occuper des iguanes. Et ça c'est une photo que j'aime particulièrement de Tracy que j'avais fait à VPI. Donc ça c'est dans sa pièce incubateur. Ouais, elle n'a pas un incubateur, elle a une pièce incubateur parce qu'elle a des centaines et des centaines d'œufs à incuber. Et en fait, la pièce est chauffée. Moi, j'avais repris exactement le même principe à NH Reptile et ça fonctionne hyper bien. Donc, ça permet de travailler avec les œufs à température et tout ça, c'est vraiment excellent. Et voilà, c'est une travailleuse quoi. Tracy Barker, elle n'est pas derrière Facebook à envoyer des photos ou je sais pas quoi. Elle est dans ses bêtes, elle fait de la reproduction, elle s'occupe de ses animaux. Et elle est complètement obsédée par ces animaux, par la reproduction. Elle est passionnée à mort. Malgré toutes ces années à travailler avec les animaux, elle est totalement à fond. Et c'est vraiment un personnage incroyable. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en l'an 2000, donc Dave Barker a décrit une nouvelle espèce de Morelia. Donc c'était un Morelia type Amethystina qui vivait sur l'île d'Halmahera où il y a des 5 à langue bleue. Et il l'a nommé Morelia tresiae. Aujourd'hui il s'appelle Simalia tresiae. C'était en 2000, donc il y a 18 ans. Et j'ai vu sur Facebook, parce que Facebook ça a quand même des avantages, c'est quand même, voilà, il y a quand même des trucs cool. Et j'ai vu que un gars, John Blake je crois, du zoo d'Oklahoma, avait réussi pour la première fois à reproduire Morelia tresiae ou Simalia tresiae en captivité. Donc bravo à lui, c'est une première et c'est le python de Tracy. Donc c'est assez délire qu'on puisse le dire ce soir à l'origine. Mais Tracy, elle a reproduit plein d'espèces différentes pour la première fois en captivité. Notamment en 85, elle avait été une des premières à faire naître du Morelia boeleni en captivité.
donc d'une femelle qui avait été importée gravide, elle avait eu la ponte et elle avait fait incuber les œufs en captivité, elle avait eu des bébés. Donc ça a été une des premières naissances en captivité de Morelia boellini, pour vous dire quoi. Et c'était en 85. On était encore en Bermuda et voilà, quoi, pour vous dire l'expérience de ces gens et la pratique et la connaissance qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment des gens à suivre, c'est autre chose que les youtubeurs d'aujourd'hui voilà, qui sortent un serpent d'une boîte. Donc c'est vraiment une personne à suivre. Donc elle est aussi à l'origine de plein de mutations, notamment les premiers Python Regius axanthiques, les premiers Python Regius snow. Au niveau des bloods, au niveau des Python Bongersmé, toutes les mutations viennent de chez elle. Albinos T+, albinos T négatif, les Matrix, les Ivory. Donc d'ailleurs sur la photo où on était tous les deux, elle avait un Bongersmé mythique, donc qui était l'Ivory. Voilà, un Python Bongersmé qu'elle a eu comme ça, il est arrivé adulte comme ça de la nature avec cette couleur là. Donc, et ce qui est rigolo, c'est que moi j'étais le premier à en reproduire en Europe en 2008, des années après elle. Et donc voilà, c'est elle qui a fait les premiers GoldenEye. Enfin, toutes les mutations que vous pouvez voir en blood viennent de chez elle la plupart du temps. Elle est vraiment incroyable et elle a aussi une super ligne de boa. Les boas T+, VPI, Caramel Albinos, Pink Panther, ça vient de chez elle. Donc voilà, une éleveuse à absolument suivre. Vous pouvez aller voir leur site vpi.com. Voilà, c'est des gens exceptionnels. Donc c'était mon héroïne du mois. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il est temps d'accueillir notre invité, Clément Pahussot, le docteur vétérinaire. Je crois qu'on a un bug. Il y a peut-être un petit bug. C'est affiché. Ah merde. Toi aussi, c'est affiché. Direct. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si vous nous voyez toujours, on a des petits problèmes techniques. Ah merde, c'est la mettez-moi première dans fois les- que ça nous arrive, bordel. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a des Allô, gens qui ouais, la arrivent à régie nous voir. Ouais, vous pouvez faire quelque chose. Voilà, on a besoin de vous là, répondez un On petit a peu. besoin de vous là. Allez, Houston. On Bon, a- on va aller, on va dépasser l'horaire là aujourd'hui quoi. C'est reparti. Voilà, donc là c'est reparti. C'est reparti Super. les gars. Marsupilami, Yeah. Marsupilami, il est là, il est avec nous. Hein. Il arrête pas de commenter. Merci beaucoup, hein, c'est super cool. Merci Marsu. Super, donc ça remarche, génial. Vous voyez, on est vraiment artisanal hein, chez nous. Et là je me lève et j'applaudis Clément Pahussot, docteur vétérinaire de la clinique d'Auteuil. Salut Clément, comment ça va? Ça va bien, toi? Voilà, et suis cette chaise qui a été perdue. Salut, depuis mon homonyme. qui, le petit Lucas? Alors j'ai deux Clément pour, j'ai une paire. Deux Clément pour le prix d'un. Donc voilà, on a la chance d'avoir un spécialiste avec nous, Clément, docteur vétérinaire spécialiste en reptiles, qui fait aussi des chiens et des chats, Tout à fait. mais spécialisé NAC et qui a même écrit une thèse sur l'alimentation des reptiles en captivité. C'est ça. Pour ta thèse, pour devenir être, docteur. voilà, pour devenir docteur quoi. Donc ça serait très intéressant d'ailleurs qu'on la lise. Et donc vite fait comme ça, c'était quoi un petit peu le... En fait, c'était pour construire un outil pratique, donc une application. Là, pour ma thèse, c'était uniquement sur Apple, donc pour iPhone, où en fait, en rentrant l'espèce et 3 ingrédients de base, on constitue une ration équilibrée. Voilà. Et l'application nous disait si oui ou non elle était équilibrée, parce que, bon, on verra s'il y a des questions qui viennent, mais en fait, les aliments qu'on trouve dans le commerce, notamment de l'alimentation maraîchère humaine, sont quasiment tous carencés en calcium. Donc déjà, à partir Donc de là par exemple sur les tortues par exemple. par exemple, Pogona aussi, Pogona ou Les iguane insectes. vert ou ouais, tout ce qui est végétarien principalement. principalement. Voilà. Ok. Donc il est avec nous. Si vous avez des questions, c'est parti. Alors déjà, moi j'ai Simon Daguette et Martin Garcia qui sont super fans et qui disent Ouais, bonjour, ouais. bonjour, Clément, Simon, Clément, c'est Clément. Martin. Donc merci de votre implication. On entend mal le vétérinaire, il Ok, parle là moins je vais fort parler que plus vous. fort. Il faut qu'il parle fort le veto. Ouais. Nous on hurle. On hurle, c'est pour ça qu'on t'a ramené de l'eau. Il faut gueuler quoi. Tu sais comment on vend à un sourd une grenouille? Non. Eh, tu vas acheter une grenouille? Je déconne. Mais voilà, Donc faut parler bon, fort. en attendant que les questions viennent, donc tu disais que l'alimentation qui est maraîchère des humains est carencée en, C'est une en blague calcium. de moto. C'est ça. D'où l'importance de rajouter donc du calcium sans détroit à nos animaux. Oui, tout à fait, ça c'est systématique. D'ailleurs, je vais reprendre parce que là il y a une personne qui pose une question sur une Ouais. liste. C'est assez important sur une liste d'aliments avec un bon rapport phosphocalcium. Donc là, je vais peut-être un petit peu mettre les pieds dans le plat, mais
Pour moi, le rapport phosphocalcique, vraiment, ça n'a aucun intérêt, seul, je veux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment une condition sine qua non d'avoir un rapport de 2 ou équivalent, mais ça suffit pas. Dans le sens où l'endive a un rapport de 1,2, 1,3, certaines études montrent qu'il y a un rapport de 2, il y a d'autres aliments comme ça. Mais si on regarde la quantité de calcium qui s'exprime en fait en pourcentage sur la matière sèche, qui normalement doit être supérieur à 1,5, donc ça à la limite, je ne vais pas vous barber avec ça, mais il faudrait faire des listes là-dessus, on voit que c'est pas suffisant. Donc en fait, l'endive, c'est pas un aliment qui est bon. Hein. J'avais lu dans le livre de Dr Lionel Schilliger, d'ailleurs, au niveau des tortues, qui disait que même si l'aliment avait un bon rapport calcium-phosphore, il ne contenait quand même pas beaucoup de calcium. C'est pour ça que quand on donne des endives, nous on les supplémente en calcium à fond à chaque fois. Quoi. Il faut faire ça pour tous les végétaux quasiment qui viennent de l'alimentation humaine, sauf tout ce qui est pissenlit, cresson. Après le cresson, il y a d'autres effets secondaires, on ne peut pas donner que ça. D'ailleurs, hein, en alimentation, il n'y a pas de secret. Ce qu'il faut vraiment, c'est varier, et comme ça, on ne fait pas l'erreur. C'est vraiment la base. Quoi. Exactement. Et donc, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que, ça c'est Lionel qui me l'a dit, donc je pense que tu confirmeras, et c'est ma question. Je suis obligé, il nous regarde. Merde. Ouais, salut tonton Lionel, ouais. Et qu'il fallait toujours mettre, alors je parle de calcium pur, hein, pas de calcium avec des vitamines, mais qu'on pouvait toujours mettre du calcium sur tous les aliments, qu'ils soient des végétaux ou des insectes, mais particulièrement des végétaux, qu'on ne peut pas faire d'overdose de calcium. Si vous ne mettez pas de vitamine D3, s'il n'y a qu'une bonne source du bébé, vous ne pouvez pas créer d'hypercalcémie, c'est pas possible. Voilà. Ça, Voilà. c'est hyper important. Donc prenez du bon calcium pur, et ça vous pouvez en mettre à fond sur vos végétaux. Excellent. Okay. Et du coup, il y a aussi un autre point sur lequel je voulais insister, c'est notamment pour tout ce qui est laitue. Moi j'entends souvent dire, moi je donne pas de laitue parce que j'ai vu que c'était pas bon et des choses comme ça. Ah, nous on le dit ça aussi, hein, honnêtement. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est Ah ouais, pas vrai en fait. bah cool. Non, c'est On pas aura vrai. appris quelque chose encore ce soir. C'est pas vrai parce qu'en fait ça a d'autres intérêts. Effectivement, d'un point de vue calcium, c'est pas terrible, il n'y a pas de calcium, mais c'est riche en fibres, c'est riche en vitamine A, c'est riche en protéines. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à ça. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que souvent dans des eaux, j'ai vu des laitues complètes données et je me disais tiens, pourquoi? Alors, dans l'idéal, il faudrait leur donner plus de plantes sauvages, pissenlit, trèfle, luzerne. Qu'est-ce que tu penses de la calicia par exemple? Cette plante là qu'on a avec les toutes petites feuilles qu'on appelle Calicia, la casse-croque. Ah, ça c'est pas mal. Après, la composition précise n'est pas connue, mais Mais bon, apparemment ça a autant de calcium que la luzerne. dans ce cas, ce serait pas mal. Ouais. Nous on en a de culture bio et vraiment les animaux en raffolent quoi. Ok, cool. Donc sans parler de trop en profondeur de la D3, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas mettre de calcium avec D3 systématiquement alors? Alors déjà, il faut voir de qui on parle comme reptile. Pour les reptiles qui Parlons sont... des tortues par exemple. Alors tortue, pareil, hein, ça dépend. Parce que de c'est un régime reptile alimentaire. qui est très courant en captivité et il y a beaucoup de clients et de gens qui ont des tortues. C'est vrai. Peut-être qui nous regardent. C'est vrai. Donc déjà, si vous avez une tortue qui est terrestre, qui mange que des végétaux, si vous mettez de la vitamine D3, déjà, elle ne saura pas l'absorber. Donc il y a dans un premier temps aucun intérêt. Ensuite, si vous avez une tortue qui est un petit peu omnivore, voire carnivore strict, si vous lui mettez de la D3, vous allez forcer l'absorption du calcium. Sauf que si la calcémie, c'est-à-dire le taux de calcium dans le sang, est suffisant, si au niveau des os, l'os est bien densifié, finalement ce calcium va se déposer là où il ne faut pas, ça va être autour du cœur, au niveau du péricarde, on appelle ça, dans les reins, et puis finalement au niveau de toutes les membranes qui entourent les organes, qu'on appelle les séreuses, et donc évidemment il y a des effets secondaires néfastes, voire des décès. Et le souci de ça, c'est que ce calcium qui s'est déposé, une fois qu'il est déposé, c'est quasiment impossible de le faire partir. De le faire partir. D'accord. Et Ça provoque une diarrhée apparemment là. J'ai Lucas qui demande si une surdose de calcium pourrait provoquer une diarrhée. Non. Non. Non, en tout cas, moi j'ai pas d'effet connu de diarrhée secondaire. Non, on peut avoir des diarrhées en cas d'hypocalcémie, quand on a des défauts de transit en fait. Du coup, le transit étant modifié, on peut avoir des diarrhées, voire des constipations, ce qui est même plus fréquent. Mais non, j'ai pas de diarrhée reconnue en cas d'hypercalcémie. Et donc on parle du pogona qui est aussi un lézard donc omnivore qui mange des végétaux, qui doit manger des végétaux qui ont un bon rapport calcium-phosphore, enfin en tout cas des bons végétaux, et qui est un animal très connu. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Donc comment il faut supplémenter la nourriture d'un pogona par exemple? Mais déjà le pogona il est assez particulier dans le sens où il naît quasiment 100% insectivore et il meurt quasiment 100% herbivore. Donc déjà ça faut le savoir.
Bon, c'est pas vrai, il faut quand même toujours leur proposer des végétaux. Ouais, mais, parce que les petits, ils en mangent bien, quoi. Oui, bien sûr, mais après, il y a des gens qui me disent qu'ils en mangent pas, ils en mettent pas, et c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'un Pogona qui a jamais vu de végétaux, Ah bah, il va pas en manger. je veux dire, tes gosses, ils préfèrent manger des nuggets que de la salade, hein, ça c'est sûr, quoi. Mais du coup, dans tous l'apport pareil. un petit peu alimentaire, ce qui va être important, c'est quand ils sont tout petits, on va plutôt favoriser le gut loading des insectes. Alors le gut loading, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais, c'est pour charger en fait le système digestif des insectes en vitamines et minéraux. Donc nous, ce qu'on fait en pratique, c'est que vous achetez une boîte à Rectiligne ou autre boutique, c'est, même s'ils les ont bien nourris, en général, c'est quand même des insectes qui ont une faible teneur en calcium et minéraux. Donc vous donnez, avant de nourrir vos animaux avec les insectes, vous donnez aux insectes des croquettes par exemple pour chatons, qui sont enrichis en calcium, en vitamine A, en vitamine D3, mais dans des mesures qui sont assez intéressantes. Voilà. Ou du Bug Burger ou du Superload, enfin des produits qui Voilà, existent, qui voilà, sont faits c'est- pour voilà, charger. Il y a aussi des produits exprès pour. Mais comme ça, vos insectes vont se charger en minéraux, mais de manière naturelle. Vous ne pourrez pas induire un surdosage comme ça. Voilà, donc quand ils sont jeunes, ils vont faire ça. Et puis, sur vos végétaux, qui sont en général des végétaux que nous on consomme, vous mettez du calcium, sans vitamine D3 encore une fois, pour complémenter cet apport. Et plus l'animal grandit, évidemment, plus il y a une transition. Hein, et on va être quasiment sur du 90% végétaux à l'âge adulte et 10% insectivores. Eh bien vous mettez toujours du calcium. Ce qui peut être pas mal aussi chez les Pogona adultes, c'est donner un souriceau de temps en temps où il y a de la vitamine D3, de la vitamine A et du calcium. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors on dit bien de temps en temps, parce que c'est des animaux qui sont faits pour vivre dans des conditions extrêmes et qui profitent énormément. Donc si on les nourrit avec trop de matières protéinées comme des souris par exemple, on a des problèmes d'obésité. C'est ça. Obésité, et secondairement, on a ce qu'on appelle la lipidose hépatique, qui est une infiltration du foie, donc un organe quand même assez majeur, par du gras. C'est finalement le foie gras de canard, hein. C'est exactement le même principe. Sauf que là, vu que vous mettez des animaux qui normalement vivent dans le désert avec de grands espaces qui se dépensent, qui se reproduisent, etc. On des parasites. Qu'on des parasites, oui. Une vie difficile. Là, vous les mettez dans un petit terrarium avec la nourriture qui tombe du ciel. Ils font pas d'exercice, ils se reproduisent pas pour la plupart. Notamment pour les femelles, ça va être important. Et du coup, le foie se surcharge en gras. Au départ, bon, ça leur fait des réserves, mais après, le foie peut perdre sa capacité de synthèse protéique, par exemple, notamment tout ce qui est facteur de coagulation. Enfin, vraiment, c'est un organe majeur. Donc après, il perd aussi sa capacité de détoxification du sang. Donc voilà, on en arrive là vraiment, c'est des cas extrêmes, mais nous, on en voit souvent. Mais ça, le point de départ, c'est l'alimentation. Et le problème, c'est que nous, quand on les voit avec une lipidose hépatique très avancée, les traitements, là, on n'en a quasiment pas à vous donner parce que c'est Voilà, l'animal est condamné. Quoi. Exactement, ouais. Ok, très bien. Ok. Alors, J'ai une autre question très intéressante qui touche vraiment ton secteur d'activité, la médecine vétérinaire. Est-ce qu'un reptile qui est guéri d'une pneumonie, est-ce qu'on peut le considérer guéri définitivement ou est-ce qu'il est porteur sain et que s'il est réintroduit dans une colonie d'animaux sains, est-ce qu'il peut potentiellement refiler le virus? Ouais. Alors effectivement, c'est une question qui est très intéressante, mais déjà en fait, Tout dépend Ah d'où oui. vient la pneumonie. exactement, avant de répondre à la question, il faut déjà parler de la pneumonie. Il y a deux types de pneumonie, hein. Si on devait les classer, pneumonie primaire et secondaire. Alors primaire, c'est primaire à quoi? C'est un agent pathogène qui vient attaquer directement votre reptile et qui vient provoquer donc les symptômes respiratoires et les symptômes de pneumonie. Et donc ça, finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des virus, il y en a pas mal. Ça peut être par exemple le nidovirus, les paramyxovirus. C'est un nouveau virus, le nidovirus. Ouais, le nidovirus, effectivement. Alors il n'est pas nouveau, mais nous on le Enfin, connaît, on le connaît. plus récemment, exactement. Parce qu'un virus, hein, c'était là Oui, avant nous. Hein. bien sûr. Simplement, maintenant on sait ce que c'est, on a identifié, on a mis le doigt dessus. Voilà, et ensuite vous avez les pneumonies parasitaires, notamment des pneumonies à des parasites, ce qu'on appelle les lungworms, donc c'est les rhabdias, bon, c'est un type de parasite, ou des des pentastomides, parasites qui sont dans les poumons. voilà, qui sont dans les poumons et dans les voies aériennes, et qui vont donc, par des microtraumas, vont faire un terrain favorable à l'installation de bactéries. Et finalement là on va un petit peu partir sur les pneumonies secondaires qui sont les plus fréquentes. Secondaire à quoi? C'est un stress, donc ça peut être la présence d'un parasite déjà présent avant. Ça peut être un coup de froid, un transport, etc. Ce qui fait que l'immunité du serpent diminue. Je dis serpent parce que c'est souvent les serpents quand même et les lézards Des pneumonies, qui sont touchés. L'immunité Et les du boïdés serpent, particulièrement. ouais. L'immunité du serpent diminue. Les germes qui sont naturellement présents dans les poumons, parce qu'il y en a toujours, il y a des bactéries, mais qui vivent finalement en équilibre. Puisque le système immunitaire du serpent n'est plus là, ils vont en profiter et ils vont se développer de manière anarchique et du coup créer les symptômes de pneumonie. Voilà un petit peu. Donc en fait, si vous avez affaire à une pneumonie primaire, par un virus notamment je pense, là effectivement, on peut parfois les guérir, parce qu'on traite les bactéries qui sont avec, et ça va mieux un temps donné.
Et là, si vous le mettez dans votre élevage, il peut refiler ça aux autres. Par contre, si c'est une pneumonie secondaire, donc avec des bactéries, parce qu'il y a eu un problème de transport, un problème de température, etc. Trop d'humidité dans le terrarium, Par exemple, trop de chaleur. Voilà, ça finalement c'est ses bactéries à lui, et ça ne concerne que lui, il ne pourra pas les donner aux autres. Donc une fois qu'il est guéri, c'est terminé, il faut juste bien contrôler l'environnement pour pas que ça se reproduise. Voilà, Ouais, très super. souvent, les pneumonies qui sont soignables, en tout cas, et les plus bénignes, sont liées à un problème d'environnement. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est très important de bien savoir comment recréer un environnement en captivité. Donc, c'est pour ça que je lutte depuis des années pour arrêter de mettre des taux d'hygrométrie hyper importants dans des terrariums chauffés, peu ventilés et tout ça. Ça, c'est un nid à bactéries. Toujours, ça aboutit très souvent à des bactéries. Donc, il faut que l'air soit sain, il faut que les températures soient bonnes pour que l'animal ne soit pas en stress. Et, parce que le stress, c'est pas uniquement par l'homme ou par des manipulations, mais c'est aussi par des mauvaises conditions d'élevage. Donc une température inadaptée, trop chaude, trop froide, trop d'humidité. Voilà, donc arrêtez avec ces histoires de méthodes sèches ou quoi que ce soit, c'est une méthode saine. On va essayer de trouver un environnement sain pour nos reptiles. Ok. Pour continuer sur l'alimentation, vu que c'est vraiment ton domaine, on a Praline Toussico qui nous demande comment faire prendre du poids à un gecko à crête. C'est une question qui est vraiment récurrente, notamment même sur les forums spécialisés en gecko à crête. Il y a plein de monde qui s'inquiète de mon gecko il grossit pas assez, pourtant je lui donne du Repashy ou quoi. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Ouais, mais là c'est un peu pareil, c'est qu'il faudra d'abord trouver la cause de ça. Ça peut être ça, c'est un symptôme, finalement c'est une perte de poids qui est chronique ou non, c'est-à-dire c'est plus ou moins long terme. Mais il y a souvent une cause sous-jacente, ça peut être une infection par des parasites par exemple, une infection par des parasites assez particuliers qu'on appelle des flagellés, ou voire des bactéries. Et souvent ça diminue un petit peu l'assimilation des nutriments et donc les animaux ne profitent pas et ne prennent pas de poids. Je sais aussi qu'il y a un syndrome, on appelle ça syndrome parce qu'on ne sait pas bien à quoi c'est connu, mais chez le Rhacodactylus en particulier, où justement les animaux ne prennent pas de poids et ça l'origine n'est pas encore connue. Alors peut-être que plus tard on saura est-ce que c'est lié à un virus. Par exemple il y a un virus, le réovirus, qui est, on sait qu'il existe mais on ne sait pas très bien ce qu'il fait chez les reptiles. Pourquoi pas est-ce qu'il entrerait dans ce syndrome-là. Mais bon, disons que vraiment ça c'est un symptôme, derrière il peut se cacher plusieurs maladies et donc c'est très difficile de répondre à cette question. Après, ça peut être aussi les conditions d'élevage, parce que si vous ne donnez pas à vos Rhacodactylus les bonnes conditions pour qu'ils profitent de leurs aliments, s'ils sont pas assez chauds ou trop chauds ou des choses comme ça, évidemment la croissance ne va pas être là, quoi, ne va pas être bonne. Et aussi parce que ces animaux qui sont extrêmement reproduits en captivité, et tous les spécimens ne peuvent pas devenir gros, magnifiques, des super reproducteurs. Dans la nature, il y en a beaucoup qui meurent parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre, et c'est la loi de la nature. Et nous, en captivité, on veut toujours que tout le monde vive super bien, et vive super vieux, et fasse plein de bébés. C'est pas la nature, c'est pas possible. Voilà. Donc on n'a pas des réponses toujours très tranchées, mais malheureusement on ne peut pas faire autrement. C'est jamais noir ou blanc, oui ou non. Les reptiles, il y a encore beaucoup de choses à connaître. J'en Regardez, profite, on a un petit big up de Mike Christopher Phelps de Reptile and Chill. Donc, Cool. Voilà, donc thank you so much. Keep up the awesome work guys from your English friends Reptile and Chill. Merci beaucoup. Merci les gars, Bye bye. d'Angleterre. On a une petite question très très simple. Que conseilles-tu comme calcium pur? Qu'est-ce que c'est un calcium pur? En fait le calcium, il y a différentes... il y a différentes... là je parle d'un point de vue moléculaire, il y a différentes formes qui ne s'absorbent pas de la même manière, mais vraiment le calcium de référence par voie orale, c'est le carbonate de calcium. Voilà. Là il n'y a pas 36 solutions, et c'est que du carbonate de calcium. C'est quoi? C'est de la coquille d'œuf, c'est de l'os de sèche râpé. Alors après effectivement vous allez en trouver plein. Moi, je connais pas. Par exemple, celui de Repashy, par Ouais. exemple, il vient, c'est un calcium qui est utilisé pour les médicaments humains, donc qui est extrêmement pur, qui vient du désert de Mojave. Donc c'est du calcium, qui est de super qualité et surtout qui est hyper blasté, c'est-à-dire qu'en fait qui est tellement fin, c'est des brins de 3 mm. Donc en fait, l'avantage de ça, pas millimètres, n'importe quoi, micron. Ouais, désolé, vous m'aviez compris. Heureusement, ils suivent. Et en fait, pourquoi c'est important que ça soit très très fin? C'est pas tellement sur les végétaux, mais c'est surtout pour les insectes, pour pas que ça fasse des gros paquets sur les insectes, parce que des fois les lézards ne veulent pas les consommer s'ils sont trop poudrés. Donc là, ça dépose vraiment une pellicule fine de calcium sur votre insecte, et c'est très accepté par le reptile. En plus, il est vraiment bien absorbé par l'organisme.
Exact. Une bonne question. Est-ce qu'un lézard qui est nourri régulièrement avec des rongeurs, donc probablement un varan, j'imagine, ça aurait été cool de mettre, de mettre que c'était l'espèce. comme les arbres. Est-ce C'est un varan. est-ce que donc l'apport en calcium est-il suffisant ou est-ce qu'il faut complémenter avec des proies donc entières? Non, c'est suffisant. En fait, là, bon, on va partir du principe où c'est C'est un effectivement un varan. Donc là, vous donnez en fait, en donnant une souris, la souris c'est vraiment un aliment qui est parfait. Évidemment, pour les serpents et les lézards carnivores, hein, une tortue herbivore ça ne marchera pas, mais c'est vraiment un aliment qui est parfait parce qu'il est d'un point de vue composition parfait, d'un point de vue vitamines, minéraux. Donc là, vraiment, vous donnez ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la vitamine D3 pour assimiler le calcium que vous allez donner donc via le squelette de la souris, mais il ne faut rien rajouter là-dessus. Là vraiment, la souris normalement ça suffit. Il faut juste faire attention à ne pas trop donner parce qu'une souris c'est extrêmement riche. Et alors, ce qu'il n'y a pas dans la question, c'est à quel stade en fait de la souris on est, parce que le souriceau, c'est pas mal quand même parce qu'il y a beaucoup de calcium par rapport à d'autres choses. Par exemple, si vous prenez que ce soit du muscle, par exemple du steak ou du blanc de poulet, là-dedans il n'y a pas de calcium. Il n'y a vraiment pas de calcium, pas de vitamines. Alors le souriceau c'est un peu mieux, mais quand même d'un point de vue calcium on fait mieux. On fait mieux, on fait quoi? On fait la souris adulte qui elle est vraiment parfaite, quoi. Mais donc moi ma réponse ce serait non, on complémente Alors, pas ça. si je peux rajouter à ce que tu dis, c'est très intéressant parce que justement ça dépend du stade. Il faut savoir que dans le bouquin de Danny Brown sur les varans australiens, il y a toute l'étude des différents stades de la souris et apparemment le blanchon c'est le stade le plus gras de la souris, celui où il y a le plus de lipides. Donc évitez les blanchons. Moi j'ai eu une sale expérience avec des jeunes caïmans avec du blanchon parce que je trouvais que c'était la bonne taille et je donnais ça et en fait j'avais eu une hyperlipidose du foie sur un de mes caïmans. Sûrement parce que cette alimentation était trop grasse et peut-être aussi parce que la température de l'eau était sûrement trop fraîche. Mais en tout cas voilà, il y a des stades de la souris qu'il faut éviter, notamment le blanchon. Et pour revenir sur le fait que c'est un aliment complet, je rebondis sur le fait que c'est pour cela que quand on élève des serpents, on n'a pas besoin de supplémentation X ou Y. Vu qu'ils mangent que des rongeurs, on peut nourrir des serpents avec juste des rongeurs toute leur vie. Pendant des années et des années, et ils ont une nourriture complète. C'est bien que tu dis ça parce que justement ça va complémenter la question de Lucas Bourret. Il est toujours là, Lucas. Merci de ta fidélité, c'est cool. Merci Lucas. Il veut savoir, et ça peut être intéressant de la part d'un éleveur et d'un vétérinaire d'avoir donc les deux avis. C'est quelle est la différence entre la souris, le poussin et le rat en termes de d'une valeur nutritive, Ouais. par exemple. Mais justement, j'allais le dire au moment où tu as embrayé sur les stades de souris, effectivement, le rat est beaucoup plus riche que la souris. Si vous prenez un rosé de rat et un rosé de souris, c'est pas parce qu'il est plus gros, hein. Si on les prend au même poids, la teneur énergétique par gramme d'animal est beaucoup plus élevée chez un rat que chez une souris. Alors pourquoi? On ne sait pas, hein, c'est qu'ils sont faits comme ça. Mais du coup, c'est hyper important. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'élève du chenille, je les élève avec du souriceau, des jeunes de souris, des rosés de souris. Ceux qui les nourrissent avec des rosés de rat, ils grandissent quasiment 2 fois plus vite. C'est vraiment impressionnant et vraiment le rat est clairement beaucoup plus nutritif que la souris, ça c'est sûr. Ouais. Bah moi en tant qu'éleveur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je sais que l'animal mangera du rat à taille adulte, dès que je peux, je passe sur du rat. Même je donne du rosé de rat s'il faut, mais dès que je peux, je passe sur du rat et je ne donne plus que du rat. Déjà parce que j'ai toujours pensé que c'était, sans le savoir, hein, mais j'ai toujours remarqué que ça les boostait plus. J'avais pas fait de recherche particulière, mais là tu confirmes ce que je pensais. Mais aussi parce que comme ça évite aux animaux de coller sur la souris, de rester coincés sur les souris, alors que plus tard il va falloir leur donner des rats et ça va être pénible de donner 10 souris plutôt qu'un rat. Surtout, une fois que les animaux sont au rat, même quand vous en avez pas, ne leur donnez pas à manger. C'est pas grave de ne pas donner à manger aux serpents. Par contre, ne donnez pas de hamster, ne donnez pas de souris africaines, ne donnez pas ce genre de choses, parce qu'en général, ils accrochent dessus et après, ils ne veulent plus manger autre chose. Ça m'est déjà arrivé sur des acanthophis du maïs, ça arrive très, très fréquemment sur les Morelia et sur les pitons Rhésus. Ne donnez pas de souris sauvages de type mastomys, souris africaine, de hamster, de choses comme ça. En plus, c'est la galère pour s'en procurer. Le rat, c'est parfait. Donc, si vous avez des animaux qui mangent du rat à taille adulte, démarrez dès que vous pouvez avec du rat, quoi. Moi, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup. C'est Yolan qui la pose. Merci. Salut Yolan. J'ai oublié d'ailleurs, c'était cette personne-là qui avait posé la première question. J'ai oublié de te citer. Elle parle de la congélation des proies. Est-ce que, oui ou non, ça retire des vitamines? Ouais, ça retire des vitamines. Tout ce qui est minéraux, ça reste stable. Le calcium, lui, n'est pas modifié. Mais tout ce qui est vitamines, en fait, ça modifie comment
pas la composition chimique, mais disons la structure chimique des molécules, et donc effectivement vous avez une quantité en tout cas de vitamines, une qualité de vitamines qui est inférieure. Après, bon, quand on n'a pas le choix, évidemment, par exemple sur une souris, on voit que c'est négligeable. Mais si par exemple, là je vais rebondir un petit peu parce que c'est intéressant quand même, mais tous les serpents qui sont piscivores par exemple. Donc là vous avez en plus deux problèmes. Ce qui va nous intéresser, c'est la vitamine B1. La Piscivore, ça veut dire qu'ils mangent des poissons. Pardon, oui, c'est vrai. J'aurais pas compris. Et donc là, effectivement, la congélation va détruire la thiamine. Et en plus de ça, elle va détruire aussi un petit peu l'enzyme qui détruit la thiamine, qu'on appelle la thiaminase, et qui va être hyper importante parce que, pour ceux en tout cas qui nous écoutent, qui ont ces serpents-là, comme par exemple les Thamnophis, la vitamine B1 en fait c'est hyper important et ça va être vraiment à chaque fois qu'on nourrit, quasiment au jour le jour, il faut qu'on fasse attention, on se dit est-ce que notre alimentation est riche en B1 et pas trop riche en thiaminase pour vraiment avoir ça. La congélation finalement va un petit peu plus détruire la vitamine B1 que la thiaminase et donc on peut clairement créer des carences avec ça, d'où l'intérêt de supplémenter. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, excuse-moi. alors, moi je voulais dire parce que moi je suis issu du monde des poissons et s'il y a un poisson que je déconseille pour tous les piscivores, c'est justement le poisson rouge, Caratus suratus, qui est beaucoup trop riche en thiaminase. Donc on dégrade la vitamine B1 de nos animaux à cause de ça. Donc, n'utilisez pas le poisson rouge pour nourrir vos piscivores. Et pour rebondir sur l'histoire des rats décongelés, on a parlé de Tracy Barker, donc j'ai travaillé avec elle, et Tracy Barker à VPI, elle n'utilise que des rats fraîchement tués, c'est-à-dire qu'elle a son élevage de rats, elle gère son propre élevage de rats, et tous les jours quand elle va nourrir, elle tue ses bêtes, elle tue ses rats, et elle les donne à ses serpents. Moi je l'ai aidé à tuer des rats pendant des plombs comme ça, et après on allait les donner aux serpents. Moi j'ai essayé, maintenant que j'ai un plus petit cheptel, j'essaye de faire ça le plus souvent possible. Et j'ai toujours été persuadé que c'était mieux de faire ça, mais c'est vrai qu'à l'époque de NH Reptile où j'avais vraiment énormément d'animaux, j'étais obligé de passer par du congelé, mais aujourd'hui j'utilise du fraîchement tué très souvent. Ok. Une question un peu technique de la part d'un de nos anciens stagiaires, merci Esteban. Il veut savoir si l'adénovirus est guérissable. Moi je sais pas du tout ce que c'est l'adénovirus. L'adénovirus c'est un virus, donc comme son nom l'indique. C'est un virus d'un point de vue technique qui est nu, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas enveloppé d'une membrane. Donc vous allez me demander à quoi, enfin on s'en fiche un peu. Non, en fait c'est qu'il est hyper résistant. Donc déjà ça c'est intéressant à savoir, il est hyper résistant dans l'environnement et c'est très dur de le détruire déjà dans l'environnement. Donc ça déjà il faut le savoir. En plus c'est un virus, donc comme tous les virus, même chez l'humain, même chez le chien, le chat, les virus malheureusement ne se guérissent pas. Comme le sida par exemple. Par exemple. Après il y en a d'autres, l'organisme peut l'éliminer. Mais voilà, il n'y a pas de traitement spécifique. Mais l'adénovirus malheureusement, les animaux ne s'en débarrassent pas, il n'y a pas de traitement, donc l'issue est malheureusement fatale. Donc toujours, ça me fait rebondir sur la quarantaine, enfin sauf si tu as d'autres questions là. Non, vas-y, la quarantaine c'est intéressant. Donc voilà, on a un vétérinaire avec nous, donc parlons de la quarantaine. Donc quand vous avez aucun animal chez vous, vous ramenez un animal, il n'y a aucun risque, puisque vous n'avez pas d'autres animaux. Quand vous commencez à être un terrariophilie confirmé, que vous avez une pièce qui est remplie d'animaux, évidemment, l'idéal est de faire ce qu'on appelle une quarantaine. Donc explique-nous ce que c'est qu'une quarantaine et pourquoi c'est important. Ouais, donc c'est hyper important la quarantaine. Alors déjà, pourquoi quarantaine? Ça vient pas tellement du milieu reptile. On dit souvent on fait une quarantaine. Ça vient de 40 jours, parce que chez l'humain, on attendait 40 jours avant de mettre des populations en contact avec d'autres, parce que statistiquement, une maladie mettait 40 jours à se déclarer. Et donc soit avant ils étaient morts, soit on voyait qu'ils étaient malades et on évitait de mélanger les gens. Bon. Comme les cubains. Si tu veux. Sauf qu'avec les reptiles, le métabolisme étant beaucoup plus lent, finalement ce mot de quarantaine n'a pas tellement de sens. Nous en général, ce qu'on dit, c'est qu'il vaudrait mieux faire une bonne quarantaine d'à peu près 6 mois, 6 mois, 1 an. Vous voyez, donc là vraiment on est sur des délais qui sont beaucoup plus longs. Et puis avant de faire déjà la première étape de la quarantaine, c'est qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. Faut pas, si vous voyez un animal qui est pas beau, pas propre, il ne faut pas le prendre. Déjà ça c'est vraiment la première étape de la quarantaine, c'est ne pas ramener chez soi un animal qui a une origine qui est bizarre, qui a un aspect qui est bizarre aussi. Alors ça je veux rebondir dessus parce que moi en tant que vendeur de reptiles, j'entends souvent ça. Des fois on me dit je l'ai acheté dans telle animalerie ou je l'ai acheté à tel gars, il m'a fait de la peine, je l'ai pris. Donc ne le faites pas parce que c'est dangereux. Je sais que ça fait de la peine de voir un animal en souffrance chez quelqu'un ou dans une boutique et tout ça, mais non seulement vous risquez de contaminer vos animaux, deuxièmement vous encouragez les gens
qui vendent des animaux aussi scandaleusement maintenus à continuer. C'est-à-dire que s'ils crèvent chez eux, enfin ils meurent chez eux, c'est dur à dire, hein, mais s'ils meurent chez eux, c'est bien mieux. Parce que comme ça, ils recommenceront pas, en tout cas, ça va pas les aider. Donc, ne faites pas le plan Saint-Maritain, parce que déjà, ça encourage des gens à faire du mauvais travail. Et en plus de ça, vous risquez vraiment de ramener la peste chez vous, quoi, et de contaminer tous vos animaux. Et c'est arrivé à beaucoup de monde. Alors j'ai une question, alors j'espère que tu vas pouvoir y répondre parce que moi je sais pas du tout de quoi elle parle, mais bon. Praline Toussico, encore une fois, avec ses Rhacodactylus, elle veut savoir à quoi est dû un floppy chez les Ciliatus. Qu'est-ce qu'un floppy? Le floppy tail syndrome, c'est en fait, floppy ça veut dire qu'il flotte comme ça. En fait, c'est-à-dire que la queue du gecko, elle retombe quand il est par exemple tête en bas comme ça, sa queue lui tombe sur le dos. C'est le floppy tail syndrome. Comme s'il y avait Donc c'est très connu aux États-Unis et tout ça. Comme s'il y avait la queue était en fait dissociée du corps et pendait. Donc il y en a qui disent que c'est un manque de calcium, il y en a qui disent que c'est un problème d'alimentation, etc. Nous, franchement, en toute sincérité, on a beaucoup de Rhacodactylus. Moi, j'en ai élevé pendant longtemps. On en a très rarement eu, voire quasiment pas. Est-ce que c'est parce qu'on utilise la nourriture repas chic qui est bien balancée, des bons insectes, voilà. Est-ce que toi, tu connais ce syndrome? Je connais le syndrome, mais j'en ai aucune idée. Je sais pas. Mais personne ne sait. Voilà, on ne sait pas. Non. Moi, j'ai pas. Ou alors, je peux avoir des hypothèses, mais j'ai pas. Non, vraiment, je sais pas. Je vous dirai des bêtises. Bon. On a aussi une question d'une de nos clientes un peu spéciale. C'est Rédéric je ne sais comment. Elle veut savoir, est-ce qu'on peut donner un rosé, donc un bébé souris, pour un caméléon pardalis, sachant que ça ne fait pas vraiment partie des proies qu'il peut rencontrer dans le milieu naturel. Il peut manger des oisillons, par exemple, c'est pareil. Moi, je pense que la réponse est oui, vous pouvez. Alors après, avec parcimonie, quoi. Je dirais peut-être une fois par mois, grand maximum. Ou des lézards aussi, ils mangent des lézards dans la nature. Enfin, Lionel, à l'époque, m'avait dit un lézard, un rongeur, c'est quasiment pareil. Non, mais ça, vous pouvez tout à fait. Ok, alors, autre question. Alors, toujours sur l'alimentation, Lucas qui nous demandait la meilleure alimentation pour Nautilica. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que quand on a un lézard comme ça, qui est vraiment omnivore, est-ce qu'on va chercher donc à tout le temps modifier son alimentation? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, comme le Warren Buffett, est-ce qu'on peut l'utiliser comme nourriture de base? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi qui as étudié vraiment l'alimentation des reptiles? Non, ce qu'il faut effectivement, je pense, c'est choisir une nourriture de base, par exemple ça, et à côté vous variez. Ça c'est vraiment pas mal, vous leur donnez par exemple des œufs, vous leur donnez des insectes, ça peut être des rosés, ça peut être des végétaux divers. Après pour les végétaux, c'est pas la peine de partir non plus dans des exotismes. Je vois des gens parfois ils leur donnent des brocolis, des trucs comme ça, bon, c'est pas forcément la peine. Déjà, prenez des végétaux feuillus, si vous voulez donner des végétaux, des fruits courants, mais c'est pas la peine de tout essayer, quoi, c'est vraiment pas le but. Mais c'est quand même pas mal de varier. Mais il faut une base solide. Ok. Prochaine question. Alors j'ai plus trop de questions vraiment en rapport avec ta spécialité. Donc on va rebondir encore. Ouais, on rebondit beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous demande, c'est Lucas Ungoer, des conseils pour le maintien de Goniosoma boulengueri. Alors c'est peut-être plus Nico qui va pouvoir lui répondre là-dessus. Disons que là, je suis désolé pour toi, mais je vais sauter un petit peu la question parce qu'on a la chance d'avoir Clément avec nous. Donc on va prendre plutôt des questions. Voilà, j'y répondrai à un prochain airport avec plaisir. Mais on va plutôt passer sur des questions que Clément va traiter. Oui, bien sûr, mais en fait j'en ai plus des questions comme ça. C'est ça que je veux dire. Donc moi j'en ai. On a parlé par exemple des différences au niveau de l'apport nutritif des rongeurs. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des différents insectes qu'on trouve en captivité? Donc on trouve des blattes, différentes espèces de blattes, des grillons, des criquets. Par exemple, je sais que les grillons sont souvent porteurs de certaines maladies, de certains virus qui peuvent se transmettre donc aux autres invertébrés. Donc si par exemple on a des mygales ou des scorpions, des choses comme ça, mais est-ce qu'ils peuvent aussi se transmettre à des amphibiens ou des reptiles? Oui, il y a un virus en fait qui est un virus cutané qui s'appelle l'iridovirus de type 3. Ah oui, l'iridovirus, c'est vrai que c'est un truc d'insecte. Qui à la base est chez les insectes et qui peut se passer chez les reptiles. Et les amphibiens, je me rappelle. Oui, mais c'est pas exactement le même. Mais ça, c'est les ranavirus, qui est de la même famille que l'iridovirus. Mais qui fait vraiment donc, des troubles cutanés, qui n'a pas réellement d'incidence. Le reptile
n'a pas sa vie qui est en jeu, mais voilà, quand même c'est une maladie qui est transmise. Et après, indirectement, ce qu'on peut avoir, c'est par exemple, si les grillons viennent d'un élevage où vous avez un autre parasite qui est la cryptosporiose, qui n'est pas un parasite qui touche les insectes, mais ils peuvent le transporter sur leurs pattes. Et ça, vous pouvez, par contact indirect, donc le donner à vos reptiles. Et à quels reptiles je pense? C'est principalement aux gécoléopards, qui sont les plus sensibles pour cette maladie. À la cryptosporidiose, voilà. Explique-nous un peu ce qu'elle fait, cette maladie. Donc c'est une maladie donc parasitaire avec des tout petits parasites sporulés qui donc pénètrent chez l'animal par voie orale. Donc c'est les animaux qui avalent de la nourriture ou de l'eau qui est contaminée. Ça va venir se mettre donc chez l'animal. Le souci, c'est qu'en fait, elle va se cacher, le parasite va se cacher dans l'intestin, dans des petites cryptes, d'où son nom, cryptosporidiose, et il peut rester latent comme ça pendant plusieurs années. Et un jour, la maladie va se déclarer, c'est-à-dire que le parasite va se développer, il va créer en fait une grosse inflammation du tube digestif, ce qu'on appelle une entérite ou une colite, voire de l'estomac, une gastrite, et donc entraîner finalement des régurgitations, des vomissements, des diarrhées, des choses comme ça. L'animal va manger normalement, maigrir, vomir, et finalement va finir par mourir. Alors le problème, c'est que c'est un parasite, mais il n'y a pas de traitement. Chez les bovins non plus, il n'y a pas de traitement. En fait, on arrive à diminuer la charge de parasites, mais ils ne sont jamais guéris, et finalement, au bout d'un moment, ils finissent par mourir quand même. Donc il vaut mieux pas garder un animal qui est de la cryptosporidiose, Tout à c'est un fait. réservoir entre Exactement. guillemets à virus quoi. À Parasite, excuse-moi, C'est ça. c'est pas un virus. Et là, le souci J'ai dit qu'on une a connerie. aussi, c'est que le parasite, il est extrêmement résistant dans l'environnement, et sous sa forme entistée, il est quasiment indestructible. Vraiment, c'est... D'accord, voilà. donc alors admettons cas d'école, c'est pas grave, on va continuer, on est lancé, on est chaud. Et admettons cas d'école, on a des gécoléopards, ils ont là une cryptosporidiose. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit euthanasier les animaux, bien Exactement, évidemment. ouais. Bon, c'est triste, hein, je sais que ça, vous êtes sensible et que voilà, mais des fois, c'est inévitable. Donc on doit euthanasier les animaux. Il faut euthanasier tout le monde, et moi, le conseil que je donne, c'est arrêter les gécoléopards, arrêter les colubridés qui sont aussi sensibles à la cryptosporidiose. Pourquoi? Parce que vous ne serez jamais certain à 100% d'avoir détruit tous les parasites de l'environnement. Donc là, vous C'est allez... dur comme, Ouais, comme sentence. ouais, désolé. Hein. Putain, c'est pour Mais, ça qu'il faut non, en fait- acheter vos animaux dans des endroits où ils sont Ouais, sains. vraiment. Parce qu'une fois que vous avez ça dans l'élevage, franchement, moi je vois des gens, parfois ils essaient de reconstruire quelque chose, et puis finalement ils en ont gardé un, ou alors ils ont mal nettoyé un bac, et c'est reparti, et de nouveau tout le cheptel est euthanasié, quoi. Et comment on pourrait faire pour vraiment désinfecter à mort le truc quoi? Bah, on peut pas, mais... Même avec des ammonium quaternaires comme Bah voilà, le alors ça va être UFN, des ammonium quaternaires, mais la forme enkystée, elle est vraiment très résistante. Alors si j'ai un conseil à donner, toujours quand vous faites une Et si on- désinfection, déjà il faut nettoyer, et ensuite il faut bien choisir sa molécule. Donc effectivement ça va être des ammonium quaternaires, le TH5 ou le F10, et il faut laisser appliquer pendant pas mal de temps. Pas mal de temps, ça va être bien 24 heures, parce que le temps d'application va avoir une importance sur la diminution du nombre de germes, quoi. Voilà, alors ce qu'a dit Clément, je reprends le truc, c'est hyper important. On désinfecte quelque chose de propre. C'est-à-dire que d'abord on nettoie avec un détergent. Le terrarium doit être nickel. Et ensuite on désinfecte. On ne désinfecte pas sur des excréments, des choses comme ça. Il faut d'abord que ça soit extrêmement bien nettoyé. Moi, ça m'amène à une question personnelle. Quand je vous entends parler de tout ça, je suis en train de visualiser donc le nettoyage d'un terrarium. Donc, j'ai tout retiré, j'ai désinfecté. Est-ce que ce virus peut sortir, entre guillemets? Est-ce qu'il faut que je nettoie aussi l'extérieur du terrain? Est-ce que je nettoie le meuble, l'environnement, ou vraiment juste l'intérieur qui est en contact avec l'animal suffit? Non, en fait, le souci qu'on a avec ça, c'est que c'est aussi transmis par les aérosols. Les aérosols, ça va être quoi? Ça va être les microparticules qui viennent par exemple des selles du géco-malade, qui sont très volatiles. Quand vous allez ouvrir, finalement, elles vont partir dans les poussières et dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça, moi, que vraiment mon conseil, c'est un peu dur, hein, mais c'est vraiment d'arrêter, parce que vous n'êtes pas à l'abri. Et si on vire tous les terrariums, quoi, qu'on change de matos, quoi. Ouais, vous diminuez à chaque fois la probabilité, mais il reste toujours un petit... Ou sinon, vous faites ça dans une autre salle, quoi, pour vraiment... Ouais. Cool. Et surtout, le gros souci que vous aurez aussi, c'est que vous n'avez aucun moyen d'être sûr à 100% que le nouvel animal que vous allez acheter n'a pas la cryptosporidiose. Voilà, et ça c'est hyper important, c'est que... Alors est-ce qu'on peut les tester? Alors on peut les tester, mais en fait, un test n'a de valeur que dans une condition clinique. C'est-à-dire que vous testez un animal malade, c'est-à-dire qu'il y a la diarrhée qui régurgite, vous allez faire un test qu'on appelle une PCR, et la réponse ça va être simple, ça va être est-ce que les symptômes que vous observez sont liés à la maladie? Si le test est négatif, la réponse est non, ce n'est pas ça.
Ou alors, c'est qu'il y a des molécules dans votre prélèvement qui ont fait que le test est négatif. S'il est positif, alors oui, là, il n'y a pas de faute possible, la maladie est bien liée. Le souci, c'est que si vous prenez un animal qui n'est pas malade, qui n'a pas de symptômes, vous faites le test, malheureusement, s'il n'est pas excréteur, votre test sera négatif alors qu'il a la cryptosporidose. Et c'est en ça où, finalement, ce n'est pas un bon test de dépistage, et ça, on n'en a pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire une prise de sang et faire ce qu'on appelle une sérologie, c'est-à-dire est-ce que l'organisme a été en contact avec le parasite à un moment donné, et vu qu'il ne peut pas guérir, évidemment, il l'a toujours. Mais ça, malheureusement, ça n'existe pas parce qu'il faudrait déjà une grosse quantité de sang et puis surtout des labos qui travaillent pour faire ça, quoi. Donc là, je voyais une question passer là, sur le gel hydroalcoolique. Est-ce que c'est nocif pour les reptiles? Non, parce qu'en général, le gel hydroalcoolique, vous en mettez et puis juste après, c'est évaporé. Et... En tout cas, ce que je sais, c'est que pour avoir fréquenté des gens qui sont dans le piercing, le tatouage et tout ça, il paraît, ou des gens qui sont dans le milieu médical, il paraît que c'est extrêmement mauvais pour les humains. C'est-à-dire qu'en fait, à force, ça passe à travers la peau et tout ça, et c'est assez dangereux. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas en abuser, et je pense que la meilleure façon de se désinfecter les mains, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est de se laver les mains avec du savon chirurgical si possible, ou du savon de Marseille, des choses comme ça. Complètement. Plutôt que d'utiliser du gel hydroalcoolique. Nous, des fois, dans des vidéos, on a eu des haters, entre guillemets, qui nous disaient « Ah, ben, vous ne mettez pas du gel entre deux serpents ». Bon, déjà, c'était des animaux de notre élevage qu'on avait depuis longtemps, donc il n'y avait pas besoin de se désinfecter. Enfin, il ne faut pas devenir fou non plus de l'hygiène. Quand c'est un animal que vous avez depuis longtemps et vous prenez un autre animal que vous avez depuis longtemps, voilà. Mais il faut savoir que le gel hydroalcoolique sur des mains sales, ça sert à rien. Donc quand on est en salon et tout, c'est pour se donner bonne conscience et pour faire style ou dans les vidéos et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains hyper régulièrement. Ou porter des gants, voilà, et les enlever à chaque fois. Nous, c'est ce qu'on fait aussi. Il y a Geoffrey Arnaud qui voudrait qu'on parle un petit peu du prolapsus. Est-ce que ça a un rapport avec l'alimentation, l'hydratation, tout ça? Ouais, alors en fait, pareil, le prolapsus, c'est un symptôme. Alors déjà, explique-nous ce que c'est qu'un prolapsus. Montre-nous ce que c'est qu'un prolapsus. Non. Donc le prolapsus, en fait, c'est l'extériorisation par le cloaque. Donc le cloaque, c'est grosso modo l'anus, on va dire. Le trou de balle. Voilà, l'extériorisation d'un organe. Donc après, vous avez dans le prolapsus, vous avez le prolapsus par exemple du côlon, prolapsus de la vessie, prolapsus des voies génitales femelles et mâles. Voilà, effectivement, l'hémipénis, le pénis, l'oviducte. Voilà, donc vous avez tout ça dans le prolapsus. Donc déjà, nous, notre boulot, si vous nous amenez un animal comme ça, il faut déjà savoir ce que c'est. Est-ce qu'on allait faire du côlon, de la vessie, etc. Ensuite, les causes, souvent, si c'est du côlon, ça peut être par exemple, mais ça va être vrai aussi pour les voies génitales femelles, ça peut être une hypocalcémie. C'est un manque femelle, de calcium. Exactement, voilà. De Là, calcium. finalement, vous avez donc un défaut au niveau du transit intestinal et puis un prolapsus secondaire. Une parasitose aussi, c'est-à-dire une infestation par des parasites qui crée une inflammation du tube digestif, peut faire ça aussi. C'est-à-dire vous avez, par diarrhée intense, en fait, un prolapsus qui se crée. Pour le prolapsus du pénis chez les mâles, ça c'est souvent de l'hyperexcitabilité. Vous avez typiquement le mâle tortue qui vit tout seul, qui essaie de se faire tous les pots de fleurs, après il finit avec un prolapsus. Voilà. Ok. Bon après, voilà, il y en a pas mal touche que les tortues. Ouais. Nous il est déjà prolavé. Donc après, on voit souvent ça chez les Morelia viridis aussi, les prolapsus. Ouais, ce qu'on peut Ça avoir arrive aussi, malheureusement. Ouais. Alors malheureusement, ce qui peut se passer aussi, c'est quand on gave un animal avec une proie qui est un petit peu trop grosse, et que l'éleveur fait des mouvements comme ça, il peut créer un prolapsus qu'on appelle iatrogène, qui est secondaire à la manipulation. Voilà. Et donc après, ce qu'il faut par contre, c'est remettre d'urgence, là c'est vraiment une urgence, remettre la muqueuse en place, c'est vraiment à l'abri. Ou alors, si vous ne savez pas faire, ce qui peut se comprendre, c'est que vous mettez en tout cas tout ça dans de la vaseline, dans un sopalin humide, quelque chose comme ça, pour vraiment qu'elle soit humide. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de froid, mais dans la mesure du raisonnable, comme ça les tissus se rétractent et ça permet de rentrer plus facilement. Mais en tout cas, c'est réellement une urgence. Et si vous ne savez pas, vous mettez l'animal dans un fond d'eau et ensuite vous l'amenez chez votre vétérinaire. Mais c'est une urgence parce que si ça sèche, ça nécrose, et puis derrière, ça tombe. Et donc si c'est du côlon, c'est pas bon, quoi. Voilà, alors dans le cas de l'hémipénis, c'est pas mortel, évidemment, puisqu'il peut vivre avec un hémipénis en moins, ce qui n'est pas notre cas. Mais comment on peut faire quand on a un prolapsus de l'hémipénis qui reste à l'extérieur du serpent? En fait, ce qui se passe, c'est quand il sort, après ce qui va se passer, c'est qu'il va se dessécher, il va s'inflammer et il risque de gonfler. Donc il y a différents stades de ça aussi. Si vous venez à la toute fin où il est tout gonflé et tout nécrosé, malheureusement, nous on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est amputer. Parce que
les tortues ont une chance, si je puis dire, c'est que les voies urinaires ne passent pas dans le pénis. Il n'y a que les voies génitales, donc on peut amputer, on s'en fiche, elle continuera à uriner tranquillement. Et les serpents, c'est Les pareil. serpents, pareil, tous les reptiles. Tous les reptiles. Mais un mammifère, Voilà. faut pas faire ça. Quoi. Ouais, non, mais là, on n'en parle pas. Nous, c'est une émission, c'est Airworld, c'est pas Mammoth Ouais. World. Donc, donc voilà. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des prolapsus de l'hémipénis. Si on le prend tout de suite et que gentiment on essaye de re-rentrer l'hémipénis, des fois on y arrive. Donc, des fois, il faut C'est vrai. aller voir un vétérinaire qui est, Ouais, c'est qui est plus doué que nous, hein, parce que bah, nous, on est juste des terrariophiles, des éleveurs, donc on essaye. Comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'éleveurs, de vétérinaires spécialisés, vous avez de la chance aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui sont disponibles, y compris des vétérinaires spécialisés. Donc, c'est une chance d'avoir des gens comme Clément à votre disposition pour s'occuper de vos reptiles. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Donc, on apprenait un petit peu tout seul. Donc, des fois, on peut arriver sur ce genre de choses qui sont pas très compliquées à le refaire. Mais des fois, il faut courir chez le vétérinaire pour faire les choses par quelqu'un qui a vraiment du talent pour ça. Quoi. On a une super question, on a failli finir l'émission sans en parler. Mhm. C'est Kevin Houry qui la pose. Merci pour ta question. Il veut savoir si est-ce qu'on peut avoir une zoonose avec un reptile. Donc qu'est-ce qu'une zoonose? On entend souvent parler de ça. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est courant? Donc la zoonose, en fait, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc finalement, il n'y en a pas tant que ça chez les reptiles. Donc effectivement, il y a la salmonellose. Après, en pratique, on parle beaucoup de la salmonellose. Hein. C'est une atteinte par des salmonelles, par voie féco-orale, c'est-à-dire qu'on ne se lave pas les mains, on lèche son reptile. Hein. En gros, c'est ça, hein, schématisé, c'est ça. On hein. fait des C'est bisous à on son ne se fait pas les reptile. mains, on lui fait des bisous, etc. Donc on met des salmonelles sur les lèvres, on les ingère et on attrape une salmonellose. Franchement, en pratique, moi je travaille avec des reptiles tous les jours, avec une hygiène de main quand même assez correcte. C'est très très rare, mais c'est sûr que ça existe. Après, comme autre zoonose, on peut aussi avoir des parasites, par exemple les ascaris. Des vers, ça? Ouais, c'est des vers du tube digestif. Donc ça, effectivement, on peut l'attraper, mais pareil, il faut vraiment bien se laver les mains et en général, les risques de zoonose sont quand même assez Voilà. Oui, c'est limité. Alors moi, ça fait 30 ans que j'ai des reptiles et que je vis avec tous les jours. J'en ai dans mon appartement. J'ai toujours vécu avec. Des fois, je devrais pas vous dire ça, hein, mais bon, des fois, je m'occupe de mon reptile et puis je vais avoir mon sandwich, je passe ou je prends mon téléphone, je vais pas me relaver les mains entre et tout ça. J'ai jamais rien attrapé. Je pense que le fait que déjà nos reptiles soient nés en captivité, ça change beaucoup la donne avec des animaux qui viennent de la nature, qui peuvent des fois peut-être avoir une hygiène moins clean, enfin des choses, voilà, des choses comme ça. La salmonellose, c'est souvent aussi les tortues d'eau aussi. Hein, à une époque, ça a été parce que l'eau couverte, avec un mélange d'excréments, la chaleur et tout ça, les gens. Bon, avec du reptile et des serpents, des lézards, moi j'ai jamais vu ça. J'ai connu, dans toute ma vie, j'ai connu un seul gars qui avait attrapé une zoonose. C'était avec un Lampropeltis qui venait de la nature, Salmonella arizonensis ou un truc comme ça. Arizonae, voilà. Il l'avait attrapé. C'est en 30 ans de carrière, c'est un mec. Et pourtant, moi, des fois, je suis pas super précautionneux avec mes mains, ou voilà, et j'ai jamais rien attrapé, quoi. Donc, il y a juste des cas de gales, vous savez, la gale ophionicique, des cas où des humains se sont fait piquer, un peu comme des puces de chiens, mais vraiment ça. avec les Ophionisus, c'est les fameux Ouais. acariens. Il y a des cas décrits, mais c'est vraiment extrêmement rare. Quoi. On va prendre les dernières questions parce qu'on arrive bientôt à la fin. On va continuer un peu parce on continue un peu. qu'on va laisser un peu de place à Clément. C'est vrai que je me suis pas mal étalé avec les sujets d'avant. Donc, tant qu'il y a des questions là, pendant 5-10 minutes de plus, on va les prendre avec Ça plaisir. marche. C'est une bonne question, je trouve. C'est Yolan qui demande encore comment savoir si notre reptile est bien nourri et bien hydraté. Est-ce que, comme pour un mammifère, si le coup de pincer la peau à la vitesse à laquelle elle revient permet de savoir s'il est bien hydraté? Est-ce qu'il y a des petits tests comme ça qu'on peut faire sur les reptiles? Ouais, ça peut fonctionner, mais souvent nous on voit ça dans les cas extrêmes. Le reptile qui est très déshydraté, le pli de peau, on appelle ça un pli de peau persistant. Après, le but c'est pas non plus d'arriver jusque-là. Mais là, pour savoir si un animal est bien nourri, vraiment la réponse elle est simple. Souvent on me dit combien est-ce qu'il devrait peser. Bon, alors le poids c'est bien, mais ce qui est encore mieux, vous voyez, c'est l'embonpoint. Et l'embonpoint c'est quoi? C'est finalement le profil un petit peu de votre animal. Alors, pour l'évaluer, c'est assez simple. On va faire ça en fonction de lézards, serpents et tortues.
Donc pour les lézards, finalement, ce qui se voit bien, c'est au niveau des muscles temporaux. Donc c'est les deux muscles que vous avez là au niveau de la tête. Il faudrait qu'ils soient bien bombés. Alors évidemment, il faut que ce soit cohérent avec le faciès de l'espace. Mais souvent, c'est comme ça qu'on voit bien. Et puis on voit bien aussi au niveau du bassin, il ne faut pas qu'il soit trop saillant. Il ne faut pas non plus qu'il soit caché sous un amas de graisse. Et puis après, pour les un petit peu plus aguerris, il y a la palpation célonique, donc l'abdomen. Normalement, il y a 2 corps gras qui sont vraiment très développés chez les animaux obèses. Quand on sait manipuler les reptiles, on peut les sentir sans être vétérinaire. Et ça, ils doivent avoir une taille qui est normale. Pour savoir quelle est une taille normale, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut manipuler. Et comme ça, on se rend bien compte de l'aspect qu'a un lézard. Pour les serpents, ça va être un petit peu plus simple encore. C'est vraiment la ligne du dos, quoi. Il ne faut pas que les processus épineux, ce qu'on appelle ça, c'est en gros la crête qui est au niveau de la colonne vertébrale, soit trop saillant. Alors après, ça dépend. Ça dépend quelle espèce, Voilà, parce que voilà, attention, ça c'est ce que je dis toujours sur tout ce qui est Curtus, Bongersmé Voilà. et tout ça, ils ont des épines vertébrales qui sont très très hautes. Donc eux, c'est normal qu'ils soient comme ça. Donc moi, ce que je dirais par rapport aux serpents et aux lézards, en règle générale, les tortues, Clément va répondre parce qu'il est beaucoup plus spécialiste, mais c'est déjà, il faut connaître la morphologie de son animal de base, la bonne morphologie. Donc un Curtus, comme je vous l'ai dit, c'est triangulaire. Un Python Rhésus, c'est pareil, c'est triangulaire, c'est pas rond. Un boa, c'est carré, c'est pas rond, etc., etc. Donc déjà, quand on connaît la morphologie basique d'un animal dans la nature musclé, normal, on peut faire la différence avec un animal en mon point, en tout cas sur les serpents. Moi, c'est comme ça que je fais, quoi. C'est vraiment à l'œil. C'est ça. Et après, donc pour les tortues, ça va être vraiment à 2 endroits, au niveau des fosses axillaires, donc c'est juste ici en avant, entre le cou et les pattes avant, et aussi les fosses préfémorales. Et là, on parle des tortues terrestres et des tortues aquatiques, ou il y a une différence? Les deux. Après, celles qui ont souvent tendance à être obèses, c'est quand même les tortues aquatiques qui sont carnivores, parce que l'apport nutritif est plus important. Mais vraiment, nous, c'est vraiment une dominante pathologique en captivité, c'est des tortues aquatiques trop nourries, qui ont du gras partout. Et du coup, je vous en parlais au début, mais la lipidose hépatique qui s'installe derrière avec une infiltration de gras dans le foie, quoi. Et donc ça, pour éviter d'arriver au stade de lipidose hépatique, justement, c'est à vous d'évaluer l'embonpoint et de voir si vous voyez vraiment que ça lui fait des gros bourrelets en avant des cuisses ou au niveau du cou, vous réduisez un petit peu l'aliment pour faire rentrer ça dans l'ordre. Et c'est toujours très long avec les reptiles. C'est souvent, il faut bien 6 mois avant que les choses rentrent dans l'ordre. C'est hyper long. Moi, je sais que sur certains serpents, j'ai mis 2 ans avant que j'avais récupéré des animaux adultes qui étaient trop gros. J'ai mis 2 ans avant de les faire maigrir. Rappelez-vous, alors je pense pas que Clément me contredise, mais les reptiles, ils sont faits pour dealer, enfin pour gérer avec le moins, toujours à survivre. Ils sont pas faits pour gérer le plus. Ça, ils n'arrivent pas, ils savent pas le gérer, quoi. Avoir pas beaucoup de bouffe, ils savent gérer. Ouais. Avoir trop de bouffe, pour être simple, ils savent pas le gérer. C'est ça. Et ils meurent. Et quand vous autopsiez régulièrement des boïdés, des pitons, des boas, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils sont. Souvent, en fait, il y a 2 catégories. Soit les animaux sauvages qui viennent d'arriver, ils sont tout maigres. Soit les animaux d'élevage qui sont remplis de gras. Voilà, c'est vraiment pour un petit peu faire la synthèse. En fait, en captivité, souvent, on nourrit trop et on chauffe beaucoup trop. Ça, c'est vraiment une règle. Ah, merci. Voilà, c'est exactement ce que je dis depuis pas mal d'années maintenant, quoi. C'est hyper important. Cool. Il y a une question qui a été répétée plusieurs fois et qui a été relayée par une autre personne, donc ça a l'air intéressant. C'est quelle est la meilleure manière selon toi de décongeler une proie Ah ouais, congelée ça c'est très intéressant. sans réduire ses valeurs nutritives, ses vitamines, tout ça? Et ça, en fait, pour répondre, moi, je vais me baser justement sur ma formation vétérinaire, mais pas du tout sur les reptiles, c'est plutôt sur ce qu'on appelle l'IDAOA, c'est l'hygiène des aliments. Et moi, il y a un truc, moi, j'ai pas retenu grand-chose de cette spécialité-là, mais juste une chose, c'est que le meilleur moyen de décongeler un aliment, mais même pour vous, c'est à température ambiante. Pourquoi? Parce que quand vous congelez un aliment, vous congelez aussi des bactéries qui vont avec. Un aliment n'est pas stérile. Il a une charge de bactéries qui est au minimum, c'est pour ça qu'il y a des services d'hygiène alimentaire assez poussés, mais vous le congelez avec des bactéries. Si vous prenez votre aliment et que vous le mettez, donc c'est encore plus vrai sur une souris qui a un transit qui est rempli de bactéries, puisqu'on ne l'a pas évidemment aseptisé avant ça. Si vous mettez votre aliment sur un radiateur, au micro-ondes, etc., vous allez finalement chauffer, et donc les bactéries vont pulluler de manière assez importante. Donc finalement la charge en bactéries sera beaucoup plus importante. Voilà. Donc la congélation tue pas les bactéries. La congélation ne tue pas les bactéries. Non, Ouais, ça c'est souvent une fausse idée reçue. Souvent les terrariophiles disaient ouais non mais moi je donne du congelé parce que ça tue tout, ça tue les bactéries, Non, ça va cleaner ta proie, génial. Non, vous voyez bien, c'est un docteur vétérinaire, quand c'est tonton Nico qui vous le dit, vous ne croyez pas forcément, mais là c'est un docteur vétérinaire qui vous le dit.
ça tue pas les bactéries, la congélation, quoi. Il y a même des parasites qui résistent à la congélation. Et les virus résistent à la congélation. Voilà, donc effectivement, moi je sais que ce que j'avais vu des protocoles mis en place dans des eaux et tout ça, c'était de décongeler les proies, enfin eux ils les mettaient, donc ils les sortaient du congèle, ils les mettaient au frigo, et ensuite à température ambiante pour faire une sorte de décroissance. On peut faire ça, mais il faut surtout pas mettre sur un radiateur, bon au micro-ondes, le Ou souci, dans de l'eau c'est qu'on cuit. super chaude, parce Pareil, qu'en général c'est c'est ce pareil. que font les gens, C'est quoi. ça. Ils Non, c'est prennent le pareil. rongeur congelé, ils versent de l'eau hyper chaude dessus et pouf quoi. Et là du coup les bactéries, bah, elles en profitent, vu qu'il y a de la température, elles se multiplient, et du coup vous avez une charge bactérienne qui est beaucoup plus importante. Donc c'est ce qu'on vous explique à chaque fois à la boutique, hein. Nous c'est ce qu'on fait, c'est qu'on décongèle toujours les proies la veille et on les réchauffe uniquement avec de l'eau chaude, parce que effectivement pourquoi on les réchauffe? Parce que beaucoup de serpents ont des fossettes thermosensibles et réagissent et sont stimulés par la chaleur de la proie, puisqu'ils sont faits pour tuer des animaux en général à sang chaud, des mammifères ou des oiseaux. Donc ça les stimule, et il y en a qui peuvent manger des proies froides, mais en général tous, même s'ils mangent très facilement du décongelé, enfin des animaux morts, ils le prennent toujours plus facilement si c'est chaud. Donc du coup, il y a une dichotomie un petit peu entre pas réchauffer une proie décongelée, mais en même temps, il faut la réchauffer pour faire manger certains... Il faut la réchauffer après, c'est-à-dire qu'en fait c'est la Après la décongélation dont on décongélation. parle. Ah, C'est pas une fois que la proie est décongelée, c'est pas comme toi quand tu décongèles ta viande, ensuite tu la fais cuire, tu vois. ouais. Mais là l'idée c'est de ne pas la mettre directement congelée dans la poêle, quoi. En Donc fait la l'idée c'est de prolifération des bactéries, c'est pendant la décongélation. Une fois que c'est décongelé, on peut réchauffer. Voilà, en il y fait a ce moins qu'il de faut c'est réchauffer vraiment rapidement et donner quoi. Bah voilà, Ça, c'est ça, ok, parce que de toute façon quand tu réchauffes un rongeur pour le donner, Ouais. il est déjà décongelé, puisque nous on les sort, on les décongèle à l'air libre. Bon, moi ce que je fais c'est qu'une fois qu'ils sont mous, je les plonge dans l'eau pour qu'ils soient aux alentours de 35, donc la température entre 30 et 35, c'est la température extérieure d'une proie, grosso modo, et tout de suite je le donne, parce qu'en fait ça refroidit hyper vite l'eau, Oui. de toute façon. Donc tu peux pas les mettre et attendre 50 ans. Tu le mets, ça réchauffe ta proie assez rapidement en quelques secondes, tu la prends, tu les sors un peu et tu la présentes au reptile, boum, il tape quoi. Et suivant quoi. Ok. Alors, une question un peu bizarre. Ah, une Ouais, question un petit peu. chelou, question Zarbi. C'est Martin Garcia qui l'a posée. Un cette indien, question bizarre. un indien Zarbi à moitié à poil. Martin Garcia, qui n'est pas un indien zarbi à moitié à poil, je suis sûr qu'il possède des vêtements. Ouais. Il veut savoir si pour un varan ou un téju, il y a un intérêt à lui donner à manger d'autres lézards. C'est bizarre pour un terrariophile de vouloir donner à manger des lézards à d'autres Ça lézards. c'est vrai. Mais bon, enfin, question valable tout de même. Non je pense pas. Non, enfin en Pas tout cas un intérêt nutritif, je pense pas. Par contre, moi je pense qu'il y a un gros point négatif, c'est que si tu donnes des lézards qui sont ce qu'on appelle plombés, c'est-à-dire qui sont porteurs de bactéries, de virus ou de parasites, tu vas plomber tes propres lézards. J'ai eu cette discussion avec une cliente qui m'avait appelé et qui voulait absolument nourrir ses Rhacodactylus lichianus, donc les gros geckos géants, avec des lézards, parce que dans la nature, ils mangent des lézards. Bon, somme toute, on pouvait penser que c'était un peu cohérent, mais sauf que déjà, bon, moi en tant que passionné de lézards, ça me ferait vraiment mal au cœur de voir des lézards mangés par d'autres lézards. Deuxièmement, on a aujourd'hui une alimentation pour ces lézards-là qui est excellente, donc la nourriture repashi et les insectes. Pourquoi prendre le risque d'aller acheter? Parce que quand on veut nourrir, on ne veut pas donner des lézards qui coûtent 100 €, quoi, ou des choses nées en captivité qui coûtent de l'argent. Donc ils vont acheter des lézards d'import, bas de gamme et tout ça, et les donner. Et vous risquez, hein, tu vas pas me contredire là-dessus, j'imagine, de contaminer avec de la cryptosporidiose, avec n'importe quoi, en donnant des gécoléopards à vos... Donc c'est vraiment... Enfin, excusez-moi du terme, c'est idiot, quoi, c'est dommage. C'est vraiment dangereux en plus. Quoi. Donc le faites pas, surtout. À la fois, on n'est pas là pour tuer des lézards, et deuxièmement, en plus, vous pouvez contaminer vos lézards qui sont sains. Alors, petite parenthèse pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce bruit de fond, c'est pas le caméraman qui tape sur quelque chose, c'est les tortues derrière qui s'entêtent à cogner le terrarium pour aucune raison. Donc voilà, ce sont des animaux, c'est rien d'inquiétant. Désolé pour le bruit de fond, on peut pas y faire grand chose, à part les congeler peut-être. Vous les donnez à manger à des lézards. Une question prophylaxie peut-être. Joey UKT qui demande si nettoyer son terrarium avec du vinaigre d'alcool pose un souci.
Non, mais là du coup, nettoyer, oui, effectivement, mais pas désinfecter. On ne désinfecte pas avec du vinaigre, hein. C'est vraiment un très mauvais désinfectant. Moi, j'entends souvent ça. Non, un des meilleurs désinfectants, le plus accessible, ça va être la javel. Finalement, utilisez de la javel à 10%, enfin de 2 à 10%, comme vous voulez. Donc, une fois que c'est bien nettoyé, hein, je ne vais pas redire ce qu'a dit Nico, mais donc vous nettoyez bien, ça vous enlevez les sels, le substrat évidemment, hein. Il n'y a plus rien, c'est clean. Et là, ensuite, vous passez de la javel. Vous faites appliquer pendant une bonne demi-heure et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous rincez. Là, vraiment, le rinçage, hein, toujours, c'est nettoyage, désinfection et ensuite rinçage. Voilà. Et une fois que c'est fait, en fait, les restes de javel vont partir. Hein. Faut pas, moi, souvent, on me dit ouais, mais la javel, c'est nocif. Oui, si on la boit. Mais là, vraiment, en désinfection, bon, il n'y en aura plus. Et en plus, vous aurez rincé. Donc, vraiment, la javel, c'est un bon désinfectant. Alors moi j'ai quand même des petites anecdotes à raconter avec la javel. C'est pour ça que je l'utilise plus, bon, parce que il faut impérativement la rincer. Alors déjà la javel, je fais un petit intermède pour dire que la javel, on voit souvent des gens qui la mettent dans de l'eau chaude. Il faut surtout pas, la javel, ça se met dans de l'eau froide. Parce que si on la met dans de l'eau chaude, ça perd toute propriété désinfectante. La javel, ça stocke au froid et dans le noir. Si vous laissez votre javel sur la fenêtre comme ça, votre bidon de javel, machin, ça vaut plus rien. Ça craint la lumière, ça craint le chaud. La javel, le problème en terrarium avec la javel, donc moi j'ai eu des petites mésaventures avec ça, c'est que en fait il y a une réaction chimique qui se passe avec l'urée des serpents. En fait ça crée de l'acide. En fait, ça fait une réaction chimique et qui crée en fait donc c'est des vapeurs hyper piquantes quoi en fait. C'est de l'ammonium, je crois. On ne doit pas mélanger ammoniac et javel. Ouais, en fait, voilà, il y a une réaction chimique. Alors, je suis pas chimiste, donc je vais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée urine plus javel égale acide quoi. Et en fait, moi, ça m'est arrivé avec des Olivaceus. J'avais un terrarium à l'époque qui était en carrelage, donc j'avais des grands pitons olives dedans et j'avais voulu absolument désinfecter à la javel. Et j'avais mal nettoyé, il y avait de l'urée encore et tout ça. Et en fait, putain, la semaine d'après, je vois mes Olivaceus, j'avais plein de petits bouts d'écailles partout. Enfin, juste la partie superficielle de l'écaille, il y en avait partout. Et en fait, c'était, je pense, une espèce de brûlure chimique lié à ce mélange urine-javel. Et j'ai eu une copine qui avait un piton moulure à l'époque, qui a eu le même plan. Et elle m'a dit, putain, je comprends pas, mon moulure il est tout brûlé. Je lui ai dit, est-ce que tu désinfectes à la javel? Elle m'a dit oui. Parce que son sol était à la bonne température et tout ça. Et en fait, c'était une brûlure chimique en fait. Donc la javel, ça fonctionne et c'est super, enfin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est un élément assez instable et ça peut, enfin moi en tout cas dans mon expérience j'ai eu ça, des brûlures et quand vous mettez par exemple, faites l'expérience hein, de la javel sur de l'urine, vous allez voir, même aux toilettes sur votre propre urine, vous allez voir c'est assez saisissant l'expérience. Mais il y a même des gens qui sont morts en mélangeant de l'ammoniac de nettoyage avec de la javel parce que ça provoque un gaz qui est inodore et dans un milieu qui est clos. D'accord. Bon, en tout cas en terrarium, faut hyper bien rincer, il faut pas la mettre sur l'urine parce que c'est voilà, c'est super, donc c'est un bon désinfectant mais un petit peu old school et c'est vrai que maintenant les ammonium quaternaire c'est vraiment mieux. Ouais, c'est super. Donc le de marque TH5 ou F10, F10 pour ceux qui le prononcent à la française, qu'on distribuait avant et grâce à la répression des fraudes on peut plus le distribuer parce qu'ils ont estimé qu'en France c'était pas, le produit n'était pas aux normes, je sais pas quoi, enfin il est vendu dans toute l'Europe mais bon, nous on peut pas. Donc voilà, à voir, à suivre. Mais c'est un excellent désinfectant, donc des ammonium quaternaire. Tu peux expliquer un peu le principe de ça? Sûr? Des ammonium quaternaire? Bah non, moi je suis pas chimiste. Non, Ok. non mais. Non, enfin bon, en non, tout cas, par c'est des choses qui pénètrent dans les cellules super vite et en fait qui tuent les spores, les moisissures, les bactéries, les virus. En fait, les ammonium quaternaires, ouais, quasiment tous les pathogènes qu'on veut éliminer sont sensibles aux ammonium quaternaires. Après, voilà, c'est quand même des produits assez puissants, quoi. Voilà, et donc il faut bien les utiliser, surtout pas en mettre en se disant ouais, je suspecte quelque chose, j'en mets plein. Il faut bien suivre la notice et mettre les doses. Et les doses, elles sont vraiment minimes par rapport à la dilution en eau. Hein. C'est vraiment des produits pour le coup très économiques, quoi. Quand on est sur la désinfection, là justement, Joey UKT a posé une question qui est très bonne. On a beaucoup de personnes qui utilisent des terrariums faits maison en OSB. Est-ce qu'on peut vraiment désinfecter des terrariums comme ça? Non, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de petits recoins, des choses comme ça. Et alors, si vous avez un élevage qui fonctionne bien, qui tourne bien, un nettoyage avec une désinfection qui est pas terrible, mais
qui tient encore debout, ça va. Mais pour le peu vous ayez effectivement une maladie, encore une fois la crypto ou d'autres pathogènes, là malheureusement c'est mal engagé parce que ça fait beaucoup de petits recoins où peut se loger le parasite ou le virus, et là effectivement c'est perdu d'avance, quoi. Donc c'est clair, c'est pour ça qu'on utilise le verre ou le plastique dans toutes les installations, on va dire professionnelles ou semi-professionnelles, ou les zoos, les boutiques, les cabinets vétérinaires. Donc vous avez tout un cabinet qui est en verre et en plastique, des terrariums Airtech d'ailleurs. Merci Lionel qui nous a soutenus. Et des bacs en plastique et tout ça, donc parce que c'est le plus évident à désinfecter, et aussi quand on a des parasites type acariens qui sont extrêmement prolifiques et extrêmement tenaces, quoi. D'ailleurs, c'est impossible de désinfecter tout ce qui est branches, tout ce qui est éléments naturels. Hein. Ça c'est une très bonne remarque, une très parce bonne que question. en fait, par exemple, si on prend les acariens, ils vont se coincer vraiment dans de tout petits recoins. Ils sont isolés physiquement des désinfectants ou des agents chimiques que vous allez mettre. Donc nous, notre conseil, c'est vraiment malheureusement de tout mettre à la poubelle, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs des acariens sont hyper résistants. Je crois que Lionel a fait une thèse là-dessus, et il avait démontré que les œufs des acariens en fait résistaient à la digestion des serpents. Quand vous imaginez que ça digère les os, les poils, etc. Et en fait, si je dis pas de bêtises, c'est vrai. Ça ressort dans les selles. Moi j'ai déjà eu le cas à l'époque sur des sansignas où en fait ils avaient été traités contre les acariens, mais ils avaient dû manger les proies qui avaient traîné, qui avaient ramassé des œufs. Je les ai mis dans des installations toutes neuves qui n'avaient jamais vu de serpent. Et 3 semaines après, c'était blindé d'acariens, quoi. Et justement parce que c'est ressorti, et c'est là où Lionel m'avait expliqué que les œufs n'étaient même pas détruits par la digestion. Le seul moyen, on en avait parlé avec Damien de chez Happy, qui a mis au point les taurus, le seul moyen de les tuer, c'est soit qu'ils soient mangés par des prédateurs, comme l'acarien taurus, soit de les exposer à une température au-dessus de 60 degrés. C'est ça. Au-dessus de 60 degrés, ils meurent. Donc par exemple, avec moi, nous on utilisait beaucoup pour nettoyer des décapants vapeur, enfin des vaporetto, voilà, parce que la vapeur elle sort à 100 degrés, donc ça peut beaucoup aider au niveau du nettoyage pour lutter contre les acariens. C'est sûr que quand vous le faites dans des Airtech, dans des bacs en plastique, c'est royal parce qu'il n'y a pas de recoin, quoi. Ok. La question qui va arriver bientôt, la question de 22h, on va dire. Il est 22h. Bah oui, il est 22h. Oh là là, on va bientôt s'arrêter, les amis. Donc rapidement, en fait, ce que je trouve dommage d'avoir parlé de tout ça sans avoir parlé de ce qu'on avait discuté avant l'émission, le souci d'impaction d'estomac sur les lézards qui mangent le substrat. Vous savez, mon pogona, il mange du sable, est-ce que je lui mets de la terre, etc. et tout. Il y a plein de gens qui stressent beaucoup là-dessus. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était super intéressant. Je trouve que ça pourrait intéresser les personnes qui nous regardent. Oui, effectivement, donc on discutait juste avant de la question du substrat chez les reptiles. Ça, c'est vraiment un gros domaine aussi. C'est est-ce que je mets de la fibre de coco, est-ce que je mets des copeaux, est-ce que je mets du sable, etc. Finalement, il n'y a pas forcément de mauvaise réponse ni de bonne. Ce qu'il y a, c'est que nous, en tant que vétérinaires, on veut toujours le pire. Donc, en général, ce qu'on recommande, nous, personnellement, c'est de ne pas mettre de substrat. C'est peut-être un peu radical, mais comme ça, il y a un risque qui est vraiment nul d'ingestion de substrat. C'est vraiment un truc de veto. Ouais. Bon, en terrario, tu peux pas faire ça. Il y a des bestioles, Voilà. tu peux pas. Après, moi, j'ai pas mal de reptiles et je mets du substrat sur mes reptiles, même certains que je déconseille aux propriétaires que je vois. Donc voilà, je suis un petit peu Dans les deux mondes. bipolaire C'est ce que là-dessus. je dis, pas ce que je fais. C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que très souvent, un animal qui va manquer de calcium, typiquement les tortues, les lézards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel va être leur premier réflexe? Ils vont manger du substrat. Pourquoi? Parce que dans la nature, si on prend par exemple des tortues d'Hermène qui vivent dans le sud sur les sols calcaires, quand elles mangent du substrat, bingo, elles ont quoi? Elles ont du calcium. Et c'est très souvent que ça arrive, même si les conditions sont bonnes, la calcémie en fait ça fait un peu le yo-yo, c'est jamais constant. Et donc il y a des moments, une femelle qui fait ses œufs, une femelle qui fait ses follicules ovariens, enfin voilà, il y a différentes possibilités, mais ils ont des besoins qui sont un petit peu plus accrus qu'à certains moments de l'année. Et donc du coup, pour compenser, parce qu'ils ne trouvent pas ça dans l'aliment, ils vont manger du substrat pour monter leur calcémie. Sauf que ça c'est un petit peu instinctif, et en captivité ils le font quand même. Donc dès qu'un animal manque de calcium, ça c'est une hypothèse parce qu'on n'arrive pas à le démontrer, mais ce qu'on remarque c'est que ces animaux vont manger du substrat. Et le souci, c'est que s'ils mangent de la fibre de coco dans des proportions assez démesurées, s'ils mangent du sable, et qu'avec ça en plus, vous avez un taux de calcium, une calcémie qui est faible, le transit diminue. Donc vous avez d'une part les intestins et l'estomac qui sont remplis de substrat, et en plus le transit qui diminue. Vu que le transit diminue,
l'absorption d'eau dans le côlon par exemple se fait et vous avez par exemple des fécalomes, vous avez des impactions au niveau de l'estomac et donc sur une tortue par exemple ou un lézard ça peut amener à la chirurgie. Voilà, donc c'est un petit peu en bas de fil en aiguille mais nous c'est assez fréquent qu'on voit ça. Donc sur des animaux en bonne santé finalement le substrat ils vont en manger un petit peu et ça va bien aller. Mais pour peu que vous ayez une lampe qui ne marche pas ou vous avez oublié de changer votre lampe ou votre supplémentation calcique elle n'est pas bonne, vous créez une hypocalcémie. Donc un taux de calcium dans le sang qui n'est pas suffisant, et donc derrière des problèmes qui peuvent être beaucoup plus importants qu'une hypocalcémie simple. Quoi. Et donc derrière chirurgie, voire au pronostic vital de l'animal qui est engagé. Quoi. Ok, et bien sur ces bonnes paroles, non mais vous inquiétez pas, nous on a plein d'animaux sur du substrat et ils vivent super bien depuis très longtemps. Donc on pourrait rester des heures avec Clément, on le remercie vraiment d'être venu mec, putain c'était super cool. On pourrait rester des heures à t'écouter. Mais malheureusement il faut qu'on aille manger et c'est l'heure du générique de fin, c'est parti, on vous retrouve le mois prochain, yeah,